Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode... L'autodéfense. Seule solution face à une France orange mécanique. Et en seconde partie... Les États-Unis. Entre changement et continuité, quelles leçons tirer des midterms ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un essayiste, romancier et journaliste de grand talent. Tout le monde a en tête les titres de ses best-sellers et plus particulièrement sa trilogie « La France orange mécanique » en 2013, « La France Big Brother » en 2015 et « La France interdite » en 2018. Des livres qui ont changé le regard français sur les grandes menaces de notre temps. Il est diplômé d'anthropologie et de l'école supérieure de journalisme de Lille. Il n'est pas issu du Gotha de la finance ni de Davos. C'est un fils d'agriculteur du Jura. Il a pourtant côtoyé l'homme le plus important de France. Un dîner donné par le président de la République, Sarkozy, en l'honneur du prix Goncourt attribué à Michel Houellebecq. Pour la presse de gauche, c'est-à-dire toute la presse selon lui, il est un dangereux radical. Pour nous, c'est un lanceur d'alerte. La mouvance patriotique ne s'y trompe pas et le soutient unanimement des Le Pen à Zemmour en passant par Ménard. L'union, c'est lui. Ses écrits ont marqué notre époque. Ses expressions comme l'ensauvagement de la France sont entrées dans la sémantique de notre temps et le jargon politique. L'homme aux centaines de milliers d'exemplaires est parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Laurent Oberton. Bonsoir Laurent. Mike, prenez place. Et le public. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bistro Liberté. Avant d'accueillir notre nouvel invité au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier tout d'abord, vous qui nous regardez toujours plus nombreux sur YouTube, mais aussi notre public ici en plateau, on peut les applaudir. Merci donc de continuer à liker nos émissions, c'est très important pour le référencement, je ne cesse de le répéter, et bien entendu à vous abonner à notre chaîne si vous n'y êtes toujours pas abonné. Laurent Oberton, bonsoir donc. Bonsoir. Alors, on est très heureux, on le disait, de vous retrouver dans cette émission dont le programme, encore une fois, s'annonce particulièrement riche ce soir. Mais comme dans chaque bistrot liberté, eh bien, je vous présente tout d'abord les sociétaires, les 4 sociétaires d'un jour qui vont nous accompagner. Alors, tout d'abord, on ne le présente plus. C'est désormais un pilier de notre bistrot et au surplus un des plus brillants avocats de sa génération. La langue de bois, il ne connaît pas. Je vous demande d'applaudir Pierre Gentillet. Lui aussi est désormais un de nos sociétaires récurrents sur Twitter. Il s'en donne à cœur joie. L'audience de chacun de ses tweets ferait saliver bon nombre d'émissions de France Télévisions. Mike Borowski revient nous voir et on est ravis. Oui, bonsoir. Je pensais que c'était socialiste que tu disais. C'est sociétaire ou socialiste ? Sociétaire, non, parce que moi, c'est socialiste. Hein, oui, bah écoute, on fait une exception. Il en faut un. C'est le petit nouveau. Il est écrivain et politologue, particulièrement porté sur les questions touchant à l'histoire récente de la civilisation occidentale, dont il analyse la décadence morale comme la perte d'influence économique, politique et militaire. On est très heureux de l'accueillir parmi nous ce soir. Olivier Piacentini. Merci Eric. Enfin, c'est le plus sage d'entre nous, aucune punchline, toujours dans la mesure. C'est un peu notre caution du politiquement correct ici. Vous l'avez reconnu, mon fidèle compagnon de Bistro Liberté, Greg Tabibian. Les présentations ne seraient pas complètes sans notre pépite. Là aussi, je vous demande de l'applaudir, notre pépite du dessin en live. Il s'appelle Ignace.
Voilà, alors cher Laurent Berton, pour commencer, je vous propose tout d'abord, c'est la coutume dans cette émission, un petit tête-à-tête, de nous pencher sur votre dernier ouvrage. Alors c'est un roman, c'est le 3e de la saga, intitulé Guérilla, donc le dernier combat qui paraît aux éditions Magnus et qu'on peut, et que je vous encourage surtout à acheter sur tvl.fr. C'est toujours un beau cadeau de Noël, donc je le conseille vraiment à tous ceux qui nous regardent, ce nouvel ouvrage. Alors, première question, j'ai envie de vous poser avant d'en venir au fond de ce livre. Vous signez un nouveau roman, donc Laurent Berton, mais vous êtes également un essayiste, auteur du best-seller La France Orange Mécanique, que chacun connaît, dont nous reparlerons bien sûr dans cette émission. Première question, elle est assez simple. Quelle posture vous préférez, Laurent Berton? Celle de la fiction ou celle de l'analyse froide, de la réalité et des chiffres, dans la lignée de votre formation de journaliste? Peut-être me répondrez-vous qu'aujourd'hui, fiction et réalité se rejoignent d'ailleurs. Oui, absolument, mais ça évolue. Quand j'écris une fiction, j'ai envie d'écrire un essai. Quand je passe à l'essai, j'ai envie de revenir à la fiction. Donc en général, j'essaie d'équilibrer entre les deux. Parce que malheureusement, mon public n'a pas tranché à ma place. Ce que j'espérais en écrivant à la fois des fictions et des essais, c'est qu'il y a une très nette préférence. Et non, il se trouve qu'il y a à peu près autant de lecteurs des deux genres. Et bon, alors après, c'est très différent. Ça veut dire énormément. Disons que ça marche pas mal. Voilà. Bon, restons modestes, ça marche pas mal. L'essai, c'est plus facile. Enfin, on va être dans vraiment le factuel pur, on va sourcer, on va présenter des données. La fiction permet d'aller beaucoup plus loin dans le raisonnement, dans l'anticipation, la prévision, l'opinion même. Et donc peut-être se lit plus facilement pour les lecteurs non avertis, puisque je constate que Guérilla intéresse beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des grands lecteurs. Est-ce que vous attendiez à de tels succès de librairie, de vente? Pas du tout. Moi, j'avais écrit Orange Mécanique. C'est vendu à combien, François Orange? Des centaines de milliers. C'est incroyable. Oui. Moi, je pensais, dans le meilleur des cas, j'en vends 3000 et je suis très, très heureux. Et je repeins ma chambre d'étudiant en quelque sorte, mais pas du tout, ça a très bien marché. Et depuis, je ne fais que ça. Donc chaque année, j'en sors à peu près deux si ça va bien, plus maintenant la Furia. Donc ça occupe un petit peu. Mais j'étais pas du tout dans l'anticipation d'un succès. Je suis pas Musso, j'ai pas mes petits calculs prévisionnels établis. Je réfléchis pas comme ça. En tout cas, on n'en est pas loin, je le disais, au niveau des chiffres des ventes. Alors revenons donc à ce livre. C'est, comme je le disais, le 3e épisode de la saga Guérilla. Alors après avoir décrit l'effondrement de la France en 3 jours dans le premier tome, puis les 27 jours de guerre civile, vous nous racontez maintenant, de façon très haletante, les jours qui suivent, qui sont ceux du calme avant une nouvelle tempête. Alors comment est-ce que vous décririez ce livre, comme une conclusion ou comme le début d'une nouvelle ère, Laurent Berton? Alors l'histoire du pays, il n'y a pas vraiment de conclusion la concernant. Peut-être que la conclusion a déjà eu lieu, malheureusement pour nous. Guérilla, c'était en quelque sorte, en 3 jours, l'embrasement, l'effondrement de l'État. C'est-à-dire la situation est celle que nous connaissons aujourd'hui et l'étincelle arrive, l'élément déclencheur. Et donc en 3 jours, on se rend compte que l'État était extrêmement fragile et démissionnaire. Enfin, là, les choses sont claires. Il y a plus d'État. Monsieur Moyen se retrouve seul face à lui-même, face à ses dépendances énormes, face à ses incapacités qu'il dépasse. Et il attend de l'aide. Et il l'attend longtemps, puisque tout le tome 2, Monsieur Moyen est tout seul, réduit à son champ de vision, il fait froid et personne ne vient l'aider. Il n'y a plus d'assistance sociale, donc il est très, très désappointé, il est très perdu. Et le numéro 3, c'est en quelque sorte un retour de l'ordre, mais d'un ordre qui est encore plus dictatorial, autoritaire en quelque sorte, et donc qui va lui évidemment, il va courir vers ce nouveau berger, puisqu'il ne se voit pas exister sans maître, et évidemment le maître va profiter de cette situation pour la servir de manière encore plus complète. Et je ne vais pas révéler la fin, mais évidemment ça ne se passe pas tout seul. Alors, on ne va pas évidemment révéler la fin. Juste, dans ce livre, vous racontez de manière, on va dire, très récit séquencé, en jours et en lieux différents, donc avec ces personnages qu'on suit depuis le début. On se retrouve tantôt dans la zone grise, tantôt dans la zone interdite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi correspondent ces zones dont vous parlez dans ce livre, Laurent Berton? Alors, le livre est un peu calqué sur notre société, c'est-à-dire que vous avez la zone interdite, le pouvoir, là où personne n'accède, celui qui a accès justement aux grands médias qui vont conditionner les populations, et où normalement vous ne rentrez pas, sauf peut-être sur certaines chaînes aujourd'hui, qui restent marginales par rapport à la puissance de feu de ce fameux Big Brother, donc qui parle du matin au soir au cerveau plus ou moins disponible.
et conditionne les populations. Donc il y a cet îlot de pouvoir, et il y a ensuite la France périphérique, la zone grise, les oubliés, les exclus, ceux qui ne rentrent pas dans les plans du régime ni dans les écrans, et qui serait en quelque sorte l'opinion majoritaire, la fameuse majorité beaucoup trop silencieuse, qui est contre tout, mais qui ne le dit jamais et qui, en attendant, subit depuis des décennies justement la toute-puissance des maîtres qu'elle a permis, puisque c'est notre passivité et notre renoncement qui permettent la puissance délirante de l'État aujourd'hui, et donc notre impuissance absolument totale à gérer les crises qui arrivent. Donc c'est un petit peu l'image de la France avec quelques années, peut-être quelques mois, quelques semaines d'avance sur aujourd'hui. C'est pas vraiment une anticipation, c'est une réalité parallèle qui est déjà là. Et on a déjà un pied dedans, mais les écrans et le pouvoir n'ont pas encore été forcés de se confronter à ça, pour l'instant. Finalement, est-ce que cette période, elle n'est pas aussi celle du retour de la politique politicienne la plus sombre et la plus détestable à la fois Est-ce que c'est la nature profonde de ce qu'est la politique que vous décrivez dans cet ouvrage ? Oui, parce que le responsable aujourd'hui, qui serait, on va dire, bien intentionné, on peut parler de Gérard Collomb, je ne sais pas s'il était bien intentionné, mais en tout cas, il a dit des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a l'habitude, au narratif, au récit, au méta-récit, comme disait l'autre. Et alors, tous les ministres de l'Intérieur font ça, c'est-à-dire quand ils ne le sont plus, ils regrettent de ne pas avoir fait tout un tas de choses. C'est ce qui se passe, ce que Manuel Valls a fait aussi, et beaucoup d'autres avant eux. Et ce genre de personnage fait un constat très simple quand il est aux affaires. Il se dit je vais avoir beaucoup plus d'ennuis si j'essaie de faire quelque chose et je ne vais pas y arriver parce que l'administration va m'en empêcher, que si je fais ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire communiquer, dire que ça va bien se passer, des mesures seront prises, on se rend sur place, on condamne avec fermeté, etc. etc. Et on profite du moment, on sera recasé, je ne sais pas, à la gestion du tunnel du Mont Blanc ou un truc sympathique comme ça qui est bien payé et qui ne sert à rien, personne ne sait au-dessus, voilà, par exemple. Et vogue la galère. Et de toute façon, on ne sera pas, c'est le Titanic, ceux qui sont tout en haut, ce n'est pas les premiers à se noyer normalement. Donc on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire le courage nécessaire pour s'opposer à ce qui est en train de se passer se traduira par une disparition, par une mort sociale de ces personnages. Donc ils ne prendront jamais un tel risque et ils continuent donc de se former uniquement sur la communication, ce qu'on peut dire la communication de crise. Alors justement, en parlant de communication, dans ce livre, vous accordez une large place à l'information. D'ailleurs, on le rappelle, vous êtes diplômé de l'ESJ Lille, ce qui est un peu l'ENA du journalisme. Vous décrivez de manière à la fois très amusante et tragique la façon dont les chaînes de télé et de radio sont remises à flot et entièrement inféodées au pouvoir sous couvert d'indépendance et de pluralisme. Pour vous, Laurent Berton, l'information, finalement, c'est le nerf de la guerre, c'est ça ? Ah oui, nos cerveaux sont faits pour assimiler un certain nombre d'informations. Ils fonctionnent à la menace, le fameux chantage, à la punition, la peur de la punition et l'appel de la récompense. Et socialement, ça se traduit donc par un dressage assez féroce. Celui qui va dévier de la pensée officielle sera les heures sombres, l'extrême droite, etc. Et celui qui récitera le bon discours, le discours socialement valorisant, les pauvres ils vont se noyer, lui sera socialement auréolé de cette posture qui coûte pas très cher, surtout pas en réflexion, mais qui socialement, dans ces groupes qui sont en vue, qui veulent être exposés à la télévision, qui veulent recevoir l'argent public, etc., j'en passe, là ça va payer pour ces personnes-là. Donc évidemment, ce conditionnement des foules est très important. Beaucoup de nos compatriotes n'ont aucun recul sur l'écran, sur le journalisme, sur ces mots d'ordre qui sont passés. Pourquoi telle information est mise en avant et pourquoi telle autre est passée sous silence. La teinture de politiquement correct ou de menaces, de chantage ou de jeu politique qui est associé à chaque information lui échappe complètement. Et malheureusement, il passe plus de temps avec ses écrans qu'avec ses amis, qu'avec la réalité. Donc, son inconscient le projette dans un monde qui est celui qui est renvoyé par l'écran, bien plus que ses propres observations. Puisque dans l'écran, il y a des experts, il y a des types très intelligents, des sommités intellectuelles, il y a les élus, il y a tout le pouvoir, il y a les scientifiques, les universitaires. Et lui, il est personne, il n'a que son voisin qui n'est pas content, donc il se sent pas du tout en position de force par rapport à cette matrice.
Laurent Berton, on le voit, vos essais, vos romans, ils sont tous liés à cette question sécuritaire, à ce risque de guerre civile. Alors sincèrement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent plus vite ou moins vite que ce que vous pensiez? Est-ce qu'on est, d'après vous, vraiment au bord de la guerre civile? Honnêtement, quand j'ai écrit Orange Mécanique, François Hollande était président, je pensais qu'on était à un cap à tous les niveaux. D'avoir ce président, je ne pensais pas qu'on pouvait faire... qu'on pouvait creuser plus... Qu'on pouvait se permettre de faire ça, mais si, on pouvait faire beaucoup mieux. Et en matière de criminalité, ce plafond que je pensais atteindre sous Hollande, c'est encore... là, on n'est plus au plafond, on a viré les toits, on est au-dessus de l'antenne parabolique de nos grands-parents. On va à la stratosphère, là, parce que les coups et blessures, les violences aux personnes, les violences sexuelles, les homicides et tentatives, absolument tout a complètement... tous les records ont été battus par Darmanin et Macron. Darmanin qui est toujours en place, qui est absolument incontesté au sein du gouvernement, mais il a vraiment battu tous les records de violence aux personnes qu'on trouvait déjà aberrants du temps de François Hollande. Donc non, on peut faire encore pire, apparemment. Qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur de cet affrontement que vous décrivez ? Alors, il peut avoir quantité de formes. Moi, j'avais misé, Guérilla, le premier à l'époque, c'était en 2016, je misais sur un embrasement des banlieues de type 2005, avec le fait terroriste qui va s'y ajouter, avec l'État qui est de plus en plus faible. Maintenant, on voit que les candidats au déclenchement sont nombreux. Les pénuries, la crise énergétique, l'Ukraine, l'étranger, Moi, je pensais plus à l'affaire Lola, par exemple. Alors ça, il ne faut pas attendre que Monsieur Moyen lui-même descende dans la rue avec ses petits bras et toute sa colère et renverse le gouvernement. Ça, j'y crois pas. Monsieur Moyen, il voudra justement donner plus de pouvoir à l'État. Et le problème de l'État, c'est que c'est Macron. Pour que l'État règle ses problèmes, que lui n'est pas capable de régler, qu'il a complètement renoncé à régler. Donc il va voter plus de pouvoir pour l'État, mais il ne comprend pas, il n'intègre pas cette donnée que Macron et ses amis ne veulent pas forcément de bien à Monsieur Moyen et son pays. Ça, c'est un chemin qui paraît trop difficile à accomplir dans l'esprit de nos concitoyens aujourd'hui. Donc, l'élément déclencheur en tant que tel, moi je pense, viendra plutôt d'un effondrement, d'un système à bout de course, d'une faillite. Je sais pas, là on est en état d'endettement exceptionnel, on a battu tous les records de déficits commerciaux, il n'y a même plus de voyant qui est pas cramoisi, donc ça peut venir de partout à la fois. Ce qui est sûr, c'est que si on continue comme ça, si on continue à augmenter des dépenses de plus en plus délirantes, à augmenter cette immigration, encore une fois, pareil, Macron a battu tous les records aujourd'hui, on a atteint tous les records d'immigration de quantité historique. Si on continue comme ça, évidemment, ça va mal finir. Mais comment exactement les choses peuvent se décanter, ça, moi, j'ai pas de boule de cristal et je ne le sais pas. Éric Zemmour, en 2022, donc cette année, c'était la dernière chance pour vous? Vous croyez encore qu'il est possible d'arrêter cette marche vers la guerre civile que vous décrivez comme inexorable, quoi? Je ne veux pas décevoir les espoirs électoraux, mais à mon avis, ce sont de faux espoirs parce qu'on voit bien que ceux qui sont élus, les méchants, c'est-à-dire, je ne sais pas, Meloni en Italie, Trump et autres, et en Suède, les démocrates, même les très très méchants, on voit bien que même une fois au pouvoir, ils se heurtent à cette machine profonde, à ces écrans, à ces médias, à cette administration, à tous ces gens qui sont en place, qui sont fermement accrochés à leur place, qu'il est très difficile de... C'est pas Twitter avec Musk qui peut balayer tout le monde, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et à partir de là... Trump, peut-être, ça va peut-être un peu changer. Oui, mais Trump, il a déjà été là, et on a bien vu qu'il a passé son temps à se battre contre sa propre administration, et qu'au bout du compte, il n'a pas changé le monde. Après, on lui a mis un espèce de grabataire sénile à moitié fou, qui fait l'inverse de tout ce qu'il a fait. Donc finalement, le compte à rebours continue de s'égrener. Il s'accélère même par réaction à ce qu'a pu faire Trump. Donc moi, je crois pas en un miracle politique. Je parlais par rapport à Trump sur, par exemple, Twitter. S'il y revient comme ça, ça va être le cas. Oui, mais là, en revanche... Là, on va s'amuser un petit peu, mais il faut être honnête, il faut un changement des âmes beaucoup plus profond et beaucoup plus déterminé pour vraiment faire évoluer les choses. La politique, malheureusement, je pense que c'est une manière, encore une fois, de remettre sur autrui
cet état de renoncement et d'attente dans lequel nous sommes depuis trop longtemps. Et d'ailleurs, en parlant de politique, dans vos différents ouvrages, vous parlez beaucoup des questions identitaires, des questions sécuritaires, mais quid des questions sociales. On a fêté il y a quelques jours les 4 ans du début du mouvement des Gilets jaunes. Quel regard vous portez sur ces révoltes sociales, Laurent Berton ? Alors, comme cet État a ce pouvoir comme ça de redistribution, il crée dans le pays quantité de corporations, quantité de groupements d'intérêts, de personnes qui vont essayer, eux, en voyant que l'État, je vous rappelle qu'il nous prend chaque année 1300 milliards, il faut bien avoir ce chiffre en tête, d'euros. 1 euro sur 2 produit dans ce pays, il le prend. Il en dépense 1500, ça lui suffit même pas, donc il endette aussi, il prend aussi de l'argent à nos enfants. Aux générations futures, et cet État, il le redistribue, comme ça, il va arroser à droite à gauche, et ce faisant, il va créer une compétition assez malsaine entre les Français, qui vont se dire, puisqu'il y a autant de parts de gâteau qui partent aux enseignants, aux machins, un truc, et eux, ils ont eu un peu plus, et ceux-là aussi, eh bien, on va bloquer le pays, eh bien, on va faire ça, on va faire des mouvements, et on va avoir aussi, et c'est ce que l'État va faire, l'État gouverne uniquement comme ça, il va jeter de l'argent sur le problème pour le calmer. Ça, on le fait depuis très longtemps. Et pour l'instant, il n'y a pas de faillite. Mais quand on voit le degré vertigineux des dépenses qui augmente, l'inflation qui est créée par les banques centrales, essentiellement, donc par les États, la valeur de cet argent diminue. Et évidemment, on va à des accidents épouvantables. Mais tant que ça tient, ces messieurs-là n'ont pas de raison de s'opposer à cette machine délirante. Mais ils en bénéficient pleinement pour l'instant. Alors, cher Laurent Berton, juste pour la dernière partie donc de cette, on va dire, de ce tête-à-tête, j'aimerais vous poser quelques questions politiques. Tout d'abord, quel est votre regard sur ces 7 premiers mois du second quinquennat d'Emmanuel Macron ? Bon, c'est à peu près aussi tragique que le précédent, sinon qu'il y a encore un peu plus d'inquiétude par rapport à la situation internationale. C'est-à-dire la drôlerie de la communication habituelle des Bruno Le Maire avec les cols roulés, etc., ne suffit même plus à nous sauver, à sauver ce qui est en train de se passer. On sent bien que tout est en train de dévisser partout. Et donc, moi, le cirque politique, je conseille de prendre du recul par rapport à ça pour qu'on évite tous de devenir des cas psychiatriques, parce qu'il y a vraiment de quoi dégoupiller. La lucidité est un grand malheur, en réalité. On serait peut-être beaucoup plus heureux si on était Josiane, la bave aux lèvres devant TF1 sans aucun esprit critique, parce que nous, maintenant qu'on a vu un petit peu l'envers du décor, c'est une torture quasi quotidienne de subir ce qui est en train de se passer. Donc mon regard est évidemment pas très réjouissant. À l'international, sur la guerre en Ukraine, vous en pensez quoi ? Alors j'évite absolument d'en penser quelque chose publiquement, parce que j'ai noté que sur le sujet, la notion de nuance échappait à beaucoup de nos compatriotes. Je confirme. Donc comme j'ai pas spécialement envie de me faire insulter sur un sujet qui en plus n'est pas du tout ma spécialité, je reste très prudent, je constate que c'est un magnifique concours de propagande, et je laisse cette affaire aux professionnels pour l'instant. Alors, dernier sujet qu'on va aborder, celui donc évidemment de l'immigration. J'aimerais juste vous demander votre explication. Pourquoi, en dépit de toutes ces mises en garde, comment vous expliquez dans ce contexte qui se détériore, malgré tous les sondages qui montrent que 70% des Français sont hostiles à l'immigration aujourd'hui, comment vous expliquez que ça ne se traduise pas dans les urnes finalement ? Alors, les urnes ne sont pas vraiment... Elles sont représentatives, mais que très partiellement. Elles sont représentatives d'une forme de colère, mais qui ne va jamais au bout d'elle-même. Parce que si, là j'ai vu un sondage, 67% des Français qui pensent qu'il faut être beaucoup plus sévère avec l'immigration, si ces Français qui jugent si dramatiquement la situation allaient au bout de leur raisonnement, ils agiraient. Et ils auraient déjà agi depuis longtemps. Or, ils attendent, ils votent un peu mal de temps en temps, mais même ça, ils sont tellement tenus par ce fameux chantage social. Quand j'écris Orange Mécanique, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été socialement liquidé en quelque sorte. J'ai disparu des écrans. Et c'est pareil pour Robert, même s'il ne passe pas à la télé, ou Josiane, ou à leur repas de famille. Il y a une menace sociale qui pèse sur ces sujets-là. On le sait très bien. On peut être tombé sous les coups d'un indigné, les coups verbaux uniquement, mais ça suffit. On n'a pas envie de se défendre d'accusations infâmes. Et ça, jusque dans l'isoloir, la bonne personne, elle est tenue par on a les flics qui sont dans nos têtes en quelque sorte, parce qu'on défend notre image de nous-mêmes.
on a envie de passer pour quelqu'un, d'être vu comme étant quelqu'un de bien, et quelqu'un qui est ferme vis-à-vis de l'immigration, c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de nauséabond, c'est les heures sombres, c'est la pente fatale, c'est le ventre encore fécond, c'est toute la belle métaphore qui va avec. Et les gens normaux qui ont une petite situation ont peur de ça. Et par conséquent, ils se raccrochent à l'idée qu'il vaut mieux être un peu humaniste, il vaut mieux être du camp Macron, ça fait mieux, on se sent mieux dans notre conscience la plus profonde. Donc, même ça, jusque dans la solitude de l'isoloir, ça tient encore les gens et ça les fait voter au dernier moment pour le camp qui leur paraît le plus raisonnable. Alors qu'en réalité, moi, je pense que voter Macron est une folie pure, totale. Mais ce n'est pas moi qui suis directeur des programmes de France Télévisions. Alors on va conclure avec évidemment ce sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder, hautement sensible, celui de l'Ocean Viking, qui a débarqué donc la semaine dernière à Toulon. 234 migrants accueillis. Sur ces 234 migrants, 44 avaient été reconnus mineurs et ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Je dis un peu mes fiches là-dessus parce que je vais être vraiment précis. 26 d'entre eux se sont enfuis et le gag ne se termine pas là. Les quelques 190 migrants adultes ont été auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le fameux OFPRA, chargé de se prononcer sur le bien fondé de leur demande d'asile à la frontière. 66 personnes ont reçu un avis favorable et ont été autorisées à quitter la presqu'île de Géance. Les 123 autres ont reçu un avis défavorable, ce qui est normalement synonyme d'une procédure d'expulsion. Eh bien non, vendredi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le maintien en zone d'attente pour la quasi-totalité, voire la totalité donc, de 108 d'entre eux pour non-respect des délais. Ils ont donc, écoutez bien, été libérés. Je pense que le meilleur des humoristes n'aurait pas pu l'imaginer, n'est-ce pas, mon cher Greg ? J'essaie d'écrire un truc plus marrant que ça sur ça, mais ça fait 3 jours que je patine. Voilà, je comprends. Cela m'évoque dangereusement la situation d'ailleurs à Mayotte, où ça se produit tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit en penser, Laurent Berton ? Pour vous, c'est l'immigration zéro vers laquelle il faut aller. Enfin, déjà, une réaction sur cette situation de l'Ocean Viking, c'est quand même... c'est pareil, ce qu'on doit en penser. Il n'y a plus de mots, quoi. Si on pense trop, on met fin à ces jours, là, parce que c'est absolument... on a un condensé d'à peu près tout, comme ça, qui nous est offert. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que dans un pays où on a encore, par exemple, le sens de l'honneur, on se plante un sabre de combat plusieurs fois dans le ventre quand on est Gérald Darmanin. Et lui, là, non, il est toujours là. Tout est normal. C'est un délire vraiment continu. Et on a atteint un tel degré qu'ils doivent être très heureux. Ils doivent se dire, de toute façon, on leur a fait ça, on leur a tout fait. Il y a eu Lola, il y a eu absolument tout. Ils ne font rien. Donc, pourquoi est-ce qu'on se remettrait en cause ? Pourquoi on arrêterait une stratégie qui gagne, puisqu'il ne se passe rien ? Et encore une fois, on parle de ce bateau qui est assez symbolique. Mais n'oublions pas que l'année dernière, on a 270 000 titres de séjour délivrés par l'administration française, on a 700 000 visas, on a 120 000 demandes d'asile. Et une fois que ces titres sont expirés, on le sait très bien, très souvent, les individus ne partent pas. Les OQTF, ça aussi c'est un excellent sketch de l'État français, que le monde entier nous envie. Alors, il paraît que ça arrive des fois, mais en tout cas, la proportion, Macron avait demandé 100% à ses ministres, et tout le monde s'en fout, et on voit très bien que ça n'a pas lieu. Et ça dure depuis pas quelques mois, ça fait des années et des années que ça dure. On est à 10%, plus de 10% d'immigrés dans ce pays. C'est un record historique absolu. 12% de descendants directs d'immigrés, donc les enfants d'immigrés. C'est aussi un record absolu. Donc ça commence à ressembler assez furieusement à un changement de population. Je ne veux pas mettre sur la table le terme qui fâche, mais réellement, il se passe démographiquement quelque chose d'inédit. Il faut dire créolisation. Créolisation, voilà, là c'est très bien. Mais enfin, en tout cas, vous auriez imaginé est-ce qu'ils en ont conscience, vous croyez, ou pas Ouais. Eux, de ce que ça provoque dans l'opinion. Dans leur monde, il n'y a pas de dégâts majeurs. Ils ont des types pour leur amener des sushis à la maison. Et moralement, c'est satisfaisant parce qu'ils sont persuadés que les gens sont interchangeables et que donc ils sauvent le monde. Et pour eux, c'est très important. Ils savent très bien qu'ils ont un bilan carbone désastreux, etc. Enfin, ils n'ont pas la conscience extrêmement claire sur tout un tas de sujets. Mais là, au moins, ça leur offre un prestige de se dire « Oui, mais moi, j'ai sauvé des migrants de la noyade, j'ai sauvé des malheureux, j'ai fait le bien et je vais mourir avec ma conscience claire. »
Cette auto-persuasion ne doit pas être sous-estimée, elle est très très importante dans ce mécanisme. Certains sont très cyniques, mais d'autres croient sincèrement qu'ils font le bien en permettant cela. Ah, vous le croyez, oui, vraiment. Alors certains sont comme ça, pas tous, je vous rassure, mais en tout cas c'est facile et ça paraît, encore une fois, malheureusement, Robert, Josiane, certains se laissent encore tromper par ça. Mais, comme je le disais, tant qu'il n'y a pas de conséquences, c'est un problème secondaire. S'il y avait réellement une prise de conscience forte, peut-être quelques mesures symboliques contenteraient tout de suite le citoyen moyen. Mais ça c'est étonnant d'ailleurs que ça n'arrive pas, qu'on fasse pas, je sais pas, une mesure, une loi fermeté, migration, machin, un dossier qui présente bien suffirait, je pense, à calmer une partie de l'opinion. Bon, je pense que Darmanin doit y travailler, mais malheureusement, c'est assez facile de duper le français 1000 fois, 100 000 fois, 10 000 fois. Enfin, une infinité de fois, et pour l'instant, tant qu'il ne se passe rien, eh bien les choses continueront. Eh bien écoutez, ça va être l'occasion justement de voir si elles vont continuer. En tout cas, on va parler dans un instant d'un sujet explosif, celui de l'autodéfense. C'est le thème de notre premier débat. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. L'autodéfense. Seule solution face à une France orange mécanique? Quelles actions individuelles et politiques pour se protéger contre la montée de violences multiformes? Alors, un sujet hautement explosif. Alors, première question, est-ce que vous connaissez Daniel Guichard? Je pense que oui, mon cher Laurent Berton. Alors, pour commencer ce débat, donc, j'ai envie que nous partions de ces propos qu'il a tenus, donc ce célèbre chanteur, donc Daniel Guichard, dans une émission que je connais bien, qui s'appelle Les Incorrectifs. Je fais un peu ma pub, pardon. Je vous propose d'écouter cet extrait, et puis je vous fais réagir juste après. Vous pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France? Je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Vous me posez une question, alors, je vous réponds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous préparez à vous défendre? Il vaut mieux, oui. Est-ce que je suis pour les armes? Non. Est-ce que je suis pour la violence? Non. Mais on est le père de la gamine, par exemple, qui a été agressé sexuellement. On a dit, oui, vous comprenez, il a eu un petit pédigré, il a eu des choses à se reprocher. Oui, alors, c'est pas grave. Il y a un type qui vient... Ça n'enlève rien au fait que... Ça n'enlève rien au fait. Il y a un type qui monte le mur, il y a ses potes qui sont là, il dit, tu fais quoi là? Attends, on fait la photo, c'est toi, boum, il en prend une. Peut-être que moi, je l'aurais massacré plus. Est-ce que je suis un violent? Non, ça n'a rien à voir. Il y a un moment où on se dit, on vous prend par les épaules, on vous amène à la police. La police va vous dire, vous êtes vraiment sûr que vous voulez déposer plainte? Pourquoi? Pas parce qu'on veut pas, mais parce que ça sert à rien. Dans une heure, il est dehors, il va nous cracher dessus. La lenteur de la justice, c'est aussi un... Non, c'est pas la lenteur. La justice, elle fait ce qu'elle peut. Ils sont pas assez nombreux. Il n'y a pas de place en prison. Il faut calculer les condamnations pour pas qu'ils soient au trou. Il faut faire en sorte qu'avec des bracelets, ça se passe bien. Il y a des gens qui respectent le fait d'avoir un bracelet et de rester dans un certain périmètre. Et il y en a d'autres qui n'ont rien à cirer. Ceux qui ont massacré le prêtre il y a 2 ans ou 3 ans, ils avaient des bracelets. Voilà, donc c'était Daniel Guichard donc, qui répondait donc, à cette question sur le vivre ensemble de manière assez, on va dire, originale. En tout cas, ça a fait le buzz toute une partie de la semaine sur tous les médias, d'ailleurs, qui sont vraiment évertueux à la reprendre, qui ont d'ailleurs demandé une quelconque autorisation. C'est assez amusant. Bref, j'aimerais vous demander une première réaction à cette séquence, Laurent Berton. Vous comprenez les propos de cet interprète de la chanson Comme mon vieux Mon vieux. Voilà, vous réagissez en premier, puis les autres, vous allez réagir juste après. Oui, moi j'ai tendance à les comprendre. Ils disent ce qu'on ne doit pas dire quand on fait du tir sportif, d'ailleurs, mais ça le regarde. Je lui laisse cette liberté. Mais quand il écrivait La tendresse, c'était en 72, c'était il y a 50 ans exactement. Et je me suis amusé à comparer 72-2022, coups et blessures, multipliés par 9. Entre donc quand il écrit La tendresse et aujourd'hui. Donc à partir de là, il y a 9 fois plus d'agressions physiques dans notre pays. Donc il a massivement raison dans son constat, ça c'est clair. Alors il a 50 ans de plus, les gens disent oui, il est peut-être devenu un vieux con, c'est possible aussi, mais en tout cas sur ce constat-là, il a complètement raison de le faire. Et alors sa réaction, je sais que beaucoup de nos concitoyens ont exactement cette réaction-là. L'État
est faillite absolue sur ce point de vue. L'État ne fait plus sa mission, n'accomplit plus son devoir de la sécurité, la première liberté, etc. À partir de là, celui qui n'en tire pas des conclusions dans sa vie de tous les jours, finalement, il entre à l'abattoir de son plein gré. C'est un animal domestique qui est résigné à aller au bout de sa logique. Donc, je dis pas que, je sais pas, les armes, machin, je sais pas exactement ce qu'il fait, ce qu'il va faire dans sa vie personnelle, mais déjà à partir du moment où on prend des précautions, où on fait attention dans la rue, où on change notre mode de vie, on est déjà dans une logique d'autodéfense en quelque sorte. Donc quelque part, lui, il va au bout de cette logique en se disant des types entrent chez les particuliers, les détroussent, les massacrent, violent leurs femmes, etc. Je sais bien que la réponse, si elle a lieu, elle sera trop tardive, elle ne sera jamais à la hauteur de ce que prévoit le code pénal. Donc moi, je prends mes dispositions. Et évidemment, un citoyen... C'est un cuisant constat d'échec pour notre police. C'est un constat d'échec absolu. Et le système de justice de notre pays. Évidemment, c'est pas tant la police d'ailleurs qui est synonyme de cet échec, c'est plutôt l'application de la loi. Mike, vous voulez réagir ? Si on attend après l'État pour être protégé, on va se retrouver au Père-Lachaise, ça c'est évident. Alors, ça dépend, si tu gifles le président de la République, ça peut aller très vite. Ouais, ça peut être 3 mois, c'est 3 mois ferme. Alors moi j'ai quand même une anecdote, c'est qu'à l'époque, lorsque j'étais attaché parlementaire au Sénat en 2008, je travaillais sur la réforme de l'ordonnance 45. L'ordonnance 45, c'est ce qui régit la délinquance des mineurs. Et donc du coup, avec un groupe de sénateurs, on est parti au tribunal de Bobigny, c'est-à-dire le deuxième, je crois, plus gros tribunal de France. Et donc, on a rencontré le juge pour enfants qui s'appelle à l'époque Monsieur Rosenzweig. C'était en 2008. Et Monsieur Rosenzweig, les voyous, vous savez comment il l'appelait ? Il l'appelait Petit Papa Noël, parce que ce monsieur ne donnait que des rappels à la loi. Et puis je vais donner des chiffres aussi, là, parce que là les chiffres ça montre du concret. Alors je vais parler un peu de la Pologne, parce que c'est un peu chez moi. Et donc en Pologne, il y a 39 millions d'habitants, et il y a 250 000 personnes en prison. 250 000 personnes en prison. Je sais que M. Oberton, dans France Orange Mécanique, en 2012, a écrit qu'il fallait construire 300 000 places de prison. Et vous savez combien on a en France pour 70 millions d'habitants de gens qui sont en prison? Il n'y en a que 70 000. Ça veut dire qu'il y a presque 4 fois moins de prisonniers en France, dans un pays qui a 67 millions d'habitants, qu'en Pologne, dans un pays qui a 39 millions d'habitants. Alors forcément, si les voyous n'ont que des rappels à la loi, ou se baladent en bracelet électronique, ou restent seulement chez eux, d'ailleurs depuis la réforme de Madame Dati, où si vous êtes condamné à moins de 2 ans de prison, vous restez chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller en prison. C'est la réforme Taubira. Il y a eu Dati aussi, avant. Oui, mais Dati avait renforcé la sévérité. Mais non, mais déjà, ça a commencé sous Madame Dati, qui pourtant était de droite. Et donc, tout en sachant que pour avoir 2 ans en France, faut avoir fait de sacrées conneries. C'est pas rien, quoi. Vous êtes déjà un sacré bandit. Donc, forcément, si vous vous protégez pas vous-même, désolé, mais l'État ne fera rien pour vous. Il n'est pas là pour vous, d'ailleurs. Pas tant que ça, donc il y a de plus en plus de Français qui s'inscrivent dans des clubs de tir. C'est, je dirais, même normal. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Français aussi qui sont influencés par des amis influenceurs comme Baptiste Marchais, qui justement disent protégez-vous. Et puis on a un pays à côté qui est la Suisse, qui a le droit au port d'armes, et on voit bien qu'en Suisse, il y a quand même moins de criminalité qu'ici en France. Pierre Gentillet, vous voulez réagir aussi ? Sur le sujet... Ah oui, parce que vous êtes avocat en plus, vous. Vous savez, si on suit le droit, c'est très simple, ça va être très limité. Oui, malheureusement, c'est-à-dire que... c'est la prison directe pour celui qui oserait faire acte de légitime défense. Bien sûr, et c'est pour ça que le port d'armes est particulièrement réglementé, réglementé, mais très restrictif et sur des cas très particuliers. Même pour avoir son permis de chasse, vous voyez, par exemple, c'est pas si simple que ça. Contrairement donc c'est relativement quand même ça, pas mal, c'est bien encadré, quoi, entre guillemets. Oui, non, c'est très encadré. Je veux dire, c'est pas les États-Unis, quoi. On n'a pas un amendement dans la Constitution qui nous garantit cette sécurité pour notre propre domicile avec notre arme, voyez-vous. Maintenant, la difficulté, si vous voulez, c'est tout dépend ce qu'on met derrière le terme autodéfense. S'il s'agit de dire que chaque citoyen doit avoir les moyens de se défendre, je pense qu'en fait, je ne sais pas, ce serait intéressant de voir combien de Français ont une arme chez eux. Petite anecdote, il y a quelques jours est paru un papier dans Le Parisien qui montre que Samuel Paty, le jour
le jour de sa mort, avait dans son sac à dos un marteau. Un marteau. Et il savait, par les différentes menaces, etc., qu'il a vues sur Internet. Donc vous voyez, il y a déjà des gens, et lui, pour le coup, il a eu raison de s'armer. Alors peut-être qu'il aurait dû prendre effectivement un fusil. Mais il y a des gens en fait, qui n'ont pas attendu que l'État leur dise pour se défendre et pour avoir une arme chez eux. Il y a plein de Français qui ont une arme chez eux. C'est bien plus courant en réalité dans la France rurale, pour tout un tas de raisons, pour des raisons historiques aussi, que dans la France urbaine, vous voyez. Maintenant, la difficulté, si vous voulez, et c'est là où moi je ne suis pas encore d'avis complètement tranché, c'est jusqu'où va l'autodéfense. C'est à partir du moment où on promeut cette idée d'autodéfense. Moi, je pense qu'il déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'État sera toujours plus puissant que vous. Et que l'État n'est pas stupide, c'est-à-dire que c'est là où je suis un tout petit peu en désaccord avec vous. Je partage 99% de vos constats, je vous cite régulièrement quand je le peux sur les plateaux de télévision, donc je ne vais pas ici vous attaquer, c'est plutôt un léger biais, mais l'État est fort, l'État est très fort, et s'il y a bien une chose que l'État ne tolérera pas, c'est un pouvoir concurrent. Et si l'État a une chose, alors en tout cas essaye de faire croire qu'il a encore une chose, c'est le monopole de la violence légitime. Voilà, enfin, légitime justement, légitime et surtout légale. Je pense que la crise que nous avons traversée, et c'est là où je suis un petit peu à rebours de ce que vous avez dit, la crise Covid nous a montré que quand l'État veut, il peut. Et il a quand même réussi à appliquer à toute une population, via des moyens de coercition, des confinements, des passes, des mesures que nous n'aurions jamais imaginées. Donc on doit en tirer un enseignement par rapport à ce débat-là, c'est que l'État est puissant et l'État a les moyens de vous mater. Maintenant, du coup, se pose, enfin pour conclure, la question c'est est-ce que l'État veut que vous armiez ? Non, l'État ne le veut pas. Parce que l'État, c'est qui l'État ? C'est les politiques, je suis d'accord, pour ne pas être neutre, l'État c'est qu'un instrument. Les politiques ont bien conscience qu'il y a une part de la population qui est un peu en sécession de ce que pensent les élites et aussi en sécession même tout court. Ils ne nous permettront pas de faire ça, et je pense que si demain des gens vont trop loin alors dans l'autodéfense, c'est-à-dire commence vraiment à se constituer, c'est-à-dire admettons, prenons un cas très concret, admettons qu'il y a un quartier dans une banlieue chaude, il y a des Français qui veulent se défendre, d'accord, qui s'arment et qui commencent à faire des rondes, à tirer. Vous avez vu ce qui est arrivé à ce monsieur qui justement est allé retrouver le migrant qui avait touché sexuellement sa fille. Lui, par contre, il est poursuivi immédiatement par l'État, vous voyez. Alors que l'autre, c'était un rappel à la loi et il sortait, c'était terminé, d'accord ? Parce qu'on l'a bien rappelé, les prisons sont pleines. Donc l'État, il met son focus, et là, on a le procureur de la République, ou c'est le préfet, je ne sais plus, qui est intervenu pour bien marteler, parce que c'est important pour l'État. Donc si demain nous avons des citoyens qui décident de s'organiser, je le pense, je ne suis pas définitif, mais si on a des citoyens qui décident de s'organiser, mettons dans un quartier justement pour se protéger de la violence, de la sauvagerie qui monte progressivement dans notre pays, l'État nous tombera dessus. Et c'est ça la difficulté. Et alors, c'est pour ça que moi je suis plutôt un légaliste, peut-être un politique un peu à l'ancienne. Je pense qu'il faut d'abord reprendre le contrôle de l'État, parce que l'État n'est qu'un outil. Et à la question, est-ce que on peut récupérer le contrôle de l'État ? Oui, je le pense. Voilà. Non, mais je partage assez globalement l'analyse. La coercition de l'État est une sorte de fiction qui nous tient surtout par notre nature domestique. Et elle fonctionne sur les individus réceptifs. Les hors-la-loi ne se posent pas la question. Ils ont des kalachnikovs, ils ont des couteaux, ils ont tout ce que vous voulez. Ils vont pas pointer, faire leur tampon au club de tir, il n'y a pas de problème. Monsieur Moyen, lui, il a une terreur sociale importante, et donc il veut payer ses PV, il paye tout, enfin, il veut vraiment pas d'ennui. Donc évidemment, la constitution de milice, tout ça... Vous les évoquez dans vos ouvrages. Hein. Oui, mais si demain, il y a 500 000 Monsieur Moyen, s'il y a 500 000 Monsieur Moyen qui font ce qu'il faut faire, l'État... va reculer. Voilà. C'est parce qu'il y a 1000 Monsieur Moyen, ou peut-être 500 Monsieur Moyen, donc du coup, l'État est fort. Mais lorsqu'il y a... C'est comme par exemple avec le confinement. Moi, je suis là en 93, personne n'était confiné, et la police ne venait pas. Voilà. Si tous les restaurateurs, par exemple, restaient ouverts, l'État, il se couche. Il s'est couché d'ailleurs en Belgique dans le. J'aimerais juste sur la milice, c'est quelque chose de nécessaire pour vous, Laurent Berton ? Nécessaire, je sais pas. Moi, je laisse à chacun sa responsabilité d'enfreindre le code pénal. Mais moi, je constate aujourd'hui que la constitution de groupe de défense organisé, ce qu'on peut imaginer. Évidemment, à la campagne, il y a un réseau, comme on le disait, les gens déjà se connaissent, il y a des groupes de chasse qui sont très puissants, mais
eux, à la limite, sont beaucoup moins concernés par les problématiques d'insécurité, ultra-violence grave, etc., des grandes villes. Et dans les grandes villes, les groupes organisés sont des gangs, sont des trafiquants. Eux, évidemment, ils sont déjà eux qui font régner plus ou moins l'ordre dans les quartiers. C'est terrible à dire, mais s'il y a un semblant d'ordre dans ces quartiers, c'est quelque part grâce aux trafiquants qui ont besoin de calme pour assurer tranquillement leurs petites affaires. Eux sont organisés, mais sinon, le citoyen moyen, il est isolé assez consciencieusement. Il défend sa petite tribu à lui, son petit groupe social, sa corporation, son machin. Mais il n'a plus cette conscience du collectif, d'une révolte généralisée. Il sait très bien que c'est toujours la première des sardines, celle qui prend le virage avant les autres, qui va se faire bouffer par le gros poisson, l'État. Donc, personne n'a envie de prendre ce risque social avant les autres. Donc, il y a cet attentisme général. Greg ? J'aurais un point de vue un peu entre vous deux, parce que tu dis l'État ne laisse jamais à qui que ce soit la possibilité de le concurrencer ou ne veut pas que quelqu'un le concurrence. Je ne parle pas des gangs, je parle des Français qui s'organisent pour reprendre le pouvoir de l'État. Mais que ce soit par les gangs ne veulent pas prendre le pouvoir sur l'État. Ils veulent être en sécession. De partager son pouvoir. Mais les gangs ne sont pas en concurrence. Je te coupe un instant, mais les gangs, la différence entre les gangs et les monsieur moyens, j'aime beaucoup cette expression, c'est que les gangs, eux, ils ne veulent pas prendre le contrôle de l'État. Ils veulent être en sécession de l'État et en sécession du territoire. Alors que les Français qui voudraient s'organiser, c'est s'organiser, mais aussi dans un but peut-être de reprendre à un moment le contrôle de l'État. C'est ça la différence. Et je pense que c'est en ça que l'État hiérarchise les menaces. Ouais, mais je pense ça dit quoi l'état de notre société, Olivier Persantini ? Ah, ça dit beaucoup de choses. Mais alors, moi, j'aimerais quand même rappeler, je vais me faire un peu l'avocat du diable, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent que ça devienne comme aux États-Unis, où le nombre de meurtres par arme à feu est énorme. Je rappelle que le taux d'homicide par arme à feu aux États-Unis est de 30 pour 1 million, alors qu'il n'est encore que de 2 pour 1 million en France. Ça, juste si je peux me permettre, cette criminalité n'est pas tendue aux armes à feu qu'à la criminalité très spécifique des États-Unis. Surtout qu'aux États-Unis, ils ont divisé par 2 leur criminalité en 30 ans. C'est pas l'arme qui tue elle-même, c'est la raison. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont un taux de criminalité traditionnellement plus élevé qu'ailleurs ? Parce que c'est un pays communautarisé. Et dans cette question de l'autodéfense, si vous observez bien l'actualité, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas égalité dans l'autodéfense entre des citoyens qui s'arment et qui essaient de défendre leur foyer, ou par exemple d'autres communautés qui s'organisent en autodéfense. Ce qu'on voit apparaître en France depuis quelques années. Vous avez par exemple la Ligue de défense juive, qui c'est donc une communauté particulièrement ciblée par une certaine forme de délinquance, qui s'est organisée pour essayer de répliquer à une délinquance et à, je dirais, une agressivité qu'elle subit. Vous avez eu, il y a quelques années ou quelques mois, les communautés asiatiques qui se sont organisées en groupe d'autodéfense, parce que on sait là aussi que c'est une communauté qui est particulièrement visée par une certaine racaille, qui est un petit peu jaloux en tant que personne de la diversité qui, eux, réussissent, et puis qui est censé avoir du liquide, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense de ces communautés-là. Donc il n'y a pas égalité face à l'autodéfense, face à l'agression dans l'autodéfense. Et quand vous avez dit, Greg, tout à l'heure, que l'État, finalement, n'accepte pas de concurrents, mais comment vous appelez ces gangs qui, dans les cités... Ben justement, c'est ce que je disais. Voilà. C'est ce que j'apportais comme contre-argument à Pierre. Mais justement, c'est là où c'est très ambigu. C'est que, curieusement, l'État laisse faire dans des cas... Parce qu'ils ne sont pas concurrents, ils sont en sécession, je viens de le dire. La question centrale, elle est là, c'est l'État laisse faire. Parce que les gangs ne veulent pas prendre le pouvoir, ils ne veulent pas prendre le contrôle de l'État. Dans le quartier, ils le prennent. Mais vous ne comprenez pas, c'est pas prendre le contrôle... Non, mais c'est pas prendre le contrôle de l'État. Ils ne sont pas en concurrence, ils sont en sécession. Ce n'est pas la même chose. C'est pas une menace pour Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense qu'on arrive véritablement à un système où les territoires perdus de la République sont en train de passer sous contrôle d'un autre contre-pouvoir, et donc... c'est pas aussi clair que vous le dites. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on a des groupes et des gangs qui essayent de s'affirmer comme des autorités sur certaines parts des territoires et qui humilient l'État. Ils se présentent pas aux élections. Vous avez des groupes qui influencent les mairies. Ils sont ultra-minoritaires. Il faut combien de pourcents ? Corbeil-Essonnes, mais ils font 0,1. Ils n'ont pas pris l'option politique aujourd'hui. Ils la prennent par personne interposée. Vous savez très bien que certains maires sont élus avec le soutien. C'est autre chose. Mais les maires, ça n'a rien à voir. Je me suis présenté, moi, aux législatives de 2012 en divers droite. Et en divers droite, sur ma circonscription qui est Épinay, Saint-Ouen, Lys-Saint-Denis, il y avait la liste, la mosquée d'Épinay. Et ils ont fait 15%.
Donc c'est quand même pas rien. Oui, très bien, mais au niveau du territoire, ça représente encore une fois 0,15%. Je dis pas que c'est pas un danger, je dis qu'aujourd'hui, l'option qui est prise par ces gangs, ce n'est pas une option politique, ce n'est pas une option de contrôle de l'État, mais on joue avec les mots. Aujourd'hui, la question, elle n'est pas la question de prise de contrôle de l'État. Oui, prendre le contrôle de l'État. Vous avez de plus en plus de listes communautaristes. Attention, parce qu'une liste communautariste n'est pas nécessairement une liste de gangs, même si dans les banlieues, il y a un phénomène. Très souvent financée justement par des gangs ou soutenus par des gangs, et même des maires classiques qui sont soutenus directement et qui sont. Il y a des dossiers de presse qui en ont parlé, notamment Lagarde, maire UDI, sur lesquels on est tombé dessus. J'abonde sur ce que dit Olivier Passantini. En mairie de Saint-Ouen, on a des membres de gangs qui sont élus municipaux. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est un premier pas. Mais qui dit que dans les prochaines municipales ou régionales ou départementales, on n'est pas déjà des élus ? D'élection en élection, ça monte. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut légitimer moralement l'autodéfense ? Tout résumé, quand elle dit l'État ne veut pas intervenir, ne veut rien faire. En fait, elle est là, la question. C'est que, comme tu sais, et que tout le monde le sait, on a fait un contrat avec l'État qu'on lui concède le monopole de la violence légitime et de la justice. En échange de quoi il est censé assurer notre sécurité au quotidien. Et je pense que quand tu as, je sais pas, un cas... Voilà, comme ce père de famille qui va passer à tabac l'agresseur sexuel de sa fille de 6 ans. Dupond-Moretti va à l'Assemblée et dit « Quel que soit le niveau de violence et de délinquance dans le pays, ça ne saurait justifier le recours à l'autodéfense. » Je suis complètement d'accord avec lui. Mais la question, c'est pas ça. C'est pas quel est le degré de délinquance, c'est quel est le degré de volontarisme dans l'État pour intervenir contre cette délinquance. Absolument. Parce qu'on a cité 40 000 cas. Si c'est trop dur, si c'est énorme, si c'est infaisable, on va essayer. Ça ne justifie pas qu'on se fasse violence nous-mêmes. Mais si par contre, on a les preuves que l'État ne respecte pas le contrat initial, qui est d'assurer notre sécurité, là, la question... Alors bien sûr, Dupond-Moretti a raison, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on pose la question du point de vue de la légalité, elle va se résoudre en 30 secondes. Mais du point de vue de la légitimité, juste, c'est autre chose. Et juste, tu parlais de Samuel Paty. L'article du Parisien que tu as mentionné montre ces derniers jours. Il a tout tenté pour avertir. Rien n'a été fait. Quand tu vois qu'on explique aux Nantais que leur ville est une des villes les plus dangereuses d'Europe, Dupond-Moretti leur répond « sentiment d'insécurité ». Quand tu as Gérard Collomb, que tu citais tout à l'heure, qui a dit, parce que c'est pire que ça, Gérard Collomb a confessé il y a environ 10 jours que s'il n'avait pas dit aux Français cette phrase plus tôt, c'est parce que ça aurait fait élire Le Pen. Ça, c'est la définition de la lâcheté en politique. C'est ce qui te fait passer de la gauche au gauchisme, pour moi. C'est-à-dire quand tu te dis... ce que je pense du réel, ce que je sais quant à des informations, ce que je crois, eh bien, c'est moins important que la récupération politique et les conséquences politiques que ça peut avoir après, que la vérité est moins importante que les conséquences politiques. Là, tu passes de la gauche au gauchisme, pour moi en tout cas. Mais c'est pour ça que la légitimité de l'autodéfense se pose, parce que mais elle se pose pas, même si on avait 2 fois plus de délinquance, mais que l'État faisait tout ce qu'il pouvait, on n'aurait pas à faire de l'autodéfense. Elle est évidente. Elle est évidente, c'est pas la question. La question, c'est 1, qu'est-ce qu'on appelle l'autodéfense ? Et 2, jusqu'où ça peut aller ? Est-ce que politiquement, c'est une issue ? Je pense que la légitimité de l'autodéfense, personne ici ne dit que c'est pas légitime. Qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi c'est légitime en Amérique et en Suisse et pas en France ? Mais parce que c'est pas le même pays. La Suisse, c'est parce qu'on n'avait pas des salons, on avait des tavernes. On va laisser Laurent Berton nous dire. Si on pose la légitimité de l'autodéfense, il faut à un moment poser celle de l'État aussi, puisque moi, j'ai pas signé de contrat personnellement, je suis né dedans. L'État, au départ, il est là, il est légitime, admettons, parce qu'il est censé assurer notre sécurité, défendre l'intégrité du territoire, 2 missions dans lesquelles il échoue avec constance depuis des décennies. Donc à partir de là, en plus de ça, il nous prend la plupart des richesses créées dans ce pays, sans qu'on ait notre mot à dire manifestement. Il s'arroge un nombre de pouvoirs considérable, il s'arroge le monopole du conditionnement des esprits aussi, en passant. Donc là, on pourrait aussi se poser la question de sa légitimité propre, de celle de ces messieurs qui nous gouvernent, qui parlent en notre nom, qui dépensent notre argent, qui font affaire avec les pays voisins, etc. Cette question-là aussi devrait se poser. À partir du moment où cette mission régalienne n'est plus, pourquoi l'État est-il encore là ? Et pourquoi continuons-nous à le subir et à jouer son jeu ? Donc c'est une autodéfense des esprits au sens très large que j'essaie d'inculquer à mes lecteurs, en prenant en compte toutes ces données avec pas mal de recul sur l'ensemble de la situation. Pierre, mais où est-ce qu'on peut placer le curseur entre, on va dire, le droit légitime à protéger sa vie, ou celle des autres, bien sûr, et les potentielles dérives qui pourraient en découler? C'est compliqué.
Ah, mais attention, si on parle au mot strictement, c'est une dérive. La question, c'est est-ce que cette parce que l'autodéfense est une dérive. La question, légalement, c'est la question de ça. Oui, légalement. Mais c'est que est-ce qu'elle est légitime, cette dérive, ou pas? Elle est légitime, on l'a rappelé, parce qu'en fait, l'État est défaillant dans sa mission d'assumer le monopole de la violence légitime et surtout de la justice. Et il l'est volontairement. Et il l'est volontairement ou à l'insu de son plein gré, pour reprendre une autre expression. Voilà, parce qu'il a abandonné... sa mission, en l'occurrence, qui est normalement la première mission de l'État. On tournait autour du pot, on parlait du contrat social. Avant même le contrat social, si on peut refaire un peu de philosophie, le premier qui a théorisé vraiment l'État à l'époque moderne, c'est Hobbes. Et Hobbes, justement, le premier élément de l'État, le cœur nucléaire de l'État, c'est ça. C'est le monopole de la violence légitime. Donc c'est bien ça, cette première mission qui incombe à l'État. Sauf qu'aujourd'hui, il ne l'assume pas maintenant. Pour répondre à votre question, où est-ce qu'on met le curseur ? Écoutez, moi, je n'ai pas la réponse magique, mais encore une fois, je pense par ce qui devrait être, c'est-à-dire normalement pas d'autodéfense, mais aujourd'hui, elle est légitimée parce que l'État ne fait pas sa mission. Mais je pense qu'il y a, entre guillemets, il y a un risque pour notre camp, parce qu'on appelle le camp national d'un mot simplifiant. Si demain, nous ne sommes plus juste dans l'autodéfense, c'est-à-dire avoir juste un fusil sur nous ou un marteau dans notre sac, mais à nous organiser, à monter des groupes, des milices au sens strict, c'est pas péjoratif dans la bouche milice, hein, c'est objectif. Je pense qu'en fait l'État là va nous tomber dessus, va s'attaquer pas seulement à ces milices, mais va faire un lien entre les milices et une certaine forme politique pour dire regardez, c'est factieux, regardez, c'est fasciste et interdire, agir. Mais penser comme ça, c'est ne rien faire. Non, du coup. Attendez, j'ai pas fini. Si. Je dis pas, mais non, je dis pas ça. Ce que je vous dis juste, c'est que. Si, c'est se dire mais bon, l'État derrière va me sanctionner, c'est pas bien. Non, je me suis mal exprimé alors. Je vous prie de m'excuser, mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas pour moi une option pour cette raison-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Moi, je crois, on a le droit de ne pas y croire. Moi, je crois à la solution politique. Je sais que vous ne croyez pas. Moi, je crois que le politique, c'est-à-dire l'État, on peut. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Moi, là, on arrive dans la discussion politique. Si on parle de la question de la délinquance, le problème de la délinquance, c'est tout d'abord le problème, non pas de la police. La police, elle est archi au courant. Elle voit passer 20, 30, 40 fois les mêmes délinquants toutes les semaines. C'est vraiment... Le sujet, c'est la justice et c'est l'immigration. 25% des gens qui sont en prison sont de nationalité étrangère. Que font ces gens-là ici ? Nous devons les expulser. Deuxièmement, nous devons empêcher les flux migratoires des gens qui viennent. Je vous rappelle que, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, je les connais par cœur maintenant, 55% des faits de délinquance à Marseille sont faits d'étrangers, 48% à Paris, 39% à Marseille, 39% à Lyon. Donc, nous devons avoir un accent sur la politique migratoire. Et enfin, la question de la justice. Et sur la question de la justice, ça passe par de la construction de places de prison et ça passe aussi, je pense, par la responsabilité des magistrats à mettre sur la table. D'accord ? C'est-à-dire qu'un magistrat qui condamne quelqu'un à du sursis et qui le lendemain viole, eh bien, il engage sa responsabilité. Il faut plus de peines fortes et il faut des peines planchées. Merci. Olivier, vous êtes un déficit de parole, c'est à vous de parler un petit peu maintenant. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit à 100%, mais le problème, c'est que c'est le même État qui laisse filer au niveau de la sécurité et qui laisse filer au niveau de l'immigration, comme il laisse filer au niveau neutre, ce n'est qu'un moyen, tout dépend qui Voilà, exactement. Mais regardez, je voudrais juste vous faire une remarque. Quand vous avez une architecture juridique qui dit, par exemple, sur la question des squats, qu'on a peu évoqué, qu'on évoque peu, à part quand il y a des flashs d'actualité, quelqu'un qui va squatter un logement qui n'est pas le sien risque 1 an de prison ferme, c'est ce qui est marqué dans le code pénal. Quelqu'un, par contre, qui veut le déloger, qui va l'expulser, risque 3 ans. Donc ça veut bien dire que le système légal en lui-même est plus sévère avec ceux qui remettent en cause, effectivement, la violence légitime et exclusive de l'État que la délinquance en elle-même. Donc changer la loi. Il faut changer la loi, il faut changer complètement de politique, et pour le moment, on n'y est pas. Et on n'en prend pas forcément le chemin. Donc c'est vrai, que fait-on entre-temps, si ce n'est organiser cette forme d'autodéfense ? S'il vous plaît, Laurent Berton, sur ce cas justement de moi, squat, je pense même pas maison. qu'il soit nécessaire de changer démesurément la loi, simplement si elle était appliquée. Le code pénal est déjà... celle-là, c'est pas un très bon exemple, mais voilà, le code pénal est extrêmement sévère en réalité. T'empêches la fermeture des portes du train. Il n'est pas appliqué et les peines de prison ne sont pas exécutées non plus. Il y a des aménagements, il y a un certain nombre de choses qui ont détruit complètement le code pénal, qui l'ont vidé de sa substance. Et pardonnez-moi, il y a peut-être une chose aussi, alors ça c'est très rapidement justement, c'est quelque chose que les gens ne savent pas assez. C'est-à-dire que quand on vous dit, par exemple, pour un viol, c'est 15 ans, 20 ans, tout dépend des circonstances, les gens pensent que c'est une moyenne. En réalité, c'est le plafond.
Et le juge a un pouvoir de modération, justement, de cette peine, qui me paraît démesuré. Pour moi, quand on est reconnu coupable de viol, il doit y avoir un minimum. Soit on n'est pas coupable de viol, soit on est coupable de viol et on est entre 10 et 20 ans. On n'est pas en dessous, d'accord ? Et avec absence de sursis, évidemment, c'est scandaleux du sursis pour un viol. Un exemple très récent, le gars qui a été condamné, reconnu coupable du viol d'une gamine de 11 ans, il est reconnu coupable, le code pénal c'est 20 ans, et il prend 8 ans. Et 8 ans, c'est la peine prononcée. C'est-à-dire que derrière, il y a l'application, la réduction automatique, etc. Et finalement, ça fait 4 ou 5. Et les peines alternatives. Et les peines alternatives, il y a 15 000 types qui sont condamnés en ce moment à de la prison ferme et qui sont avec un bracelet quelque part. Donc c'est... Mais j'aimerais quand même qu'on revienne au sujet de ce débat sur l'autodéfense. C'est Daniel Guichard donc, qui le disait avec ses inscriptions dans les clubs de tir. Là, je me fais un peu l'avocat du diable pour changer. Ça vous effraie pas quand même un petit peu que demain, chacun puisse peut-être aller acheter une arme et qu'on puisse avoir donc le risque qu'ils s'en servent pour un ou pour un autre. Il vaut mieux que ce soit Daniel Guichard que Mohamed Merah ou... Le problème, c'est que ça va être eux. Oui, le vrai problème, voilà. En fait, le vrai problème, si vous voulez, moi, encore une fois, j'ai pas de certitude, j'ai juste des... Non, mais c'est les gens pourraient avoir des flingues chez eux, ouvrir le feu sur n'importe qui. Et je pense que ceux qui vont s'armer, je pense qu'ils vont s'armer. Les premiers, ça sera pas réagir, Mike, juste après. En une phrase, je pense que ceux qui vont, c'est ma croyance, mais je pense que ceux qui vont s'armer en premier, si demain la vente d'armes est légalisée, ce sera pas les monsieur moyens, vous voyez. Je pense justement que ça va être les mauvais. Moi, à titre personnel, j'ai des armes à feu chez moi et je ne tire sur personne. Mais je suis poli avec les gens, ça se passe bien. Mais si demain des gens venaient chez vous et s'en prenaient à votre famille, là, c'est autre comme chose. Daniel Guichard, évidemment... Après, il y a le cas de légitime défense qui est tout de même prévu par la loi. Oui, mais il est très encadré, le cas de légitime défense. Là, encore une fois, il ne faut pas sortir du cadre légal sous le coup de l'émotion. Non, mais c'est sûr le cambrioleur qui vient et qui est sur le point de partir, alors qu'en réalité, pas le droit de lui faire quoi que ce soit. S'il est chez vous avec de mauvaises intentions à une heure peu catholique et qu'il est armé et que là, évidemment, vous devriez être entièrement protégé par... C'est ce qui s'est passé avec donc, ce terrible, enfin, ce drame de ce papa avec sa fille. L'agresseur a été parti. Donc, mais il l'a poursuivi, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, ses amis lui ont ils ont fait une chasse dans le quartier, puis après, ils l'ont retrouvé quelques heures ou le lendemain, je ne sais plus. Il y a une notion qui est un petit peu déroutante, c'est cette notion de proportionnalité exacte. C'est-à-dire que celui qui se met hors de la loi pour vous porter un préjudice direct, vous n'avez rien demandé à personne, vous devez égaliser, c'est-à-dire un partout, balle au centre. Vous ne pouvez pas riposter un peu trop. Alors qu'on se dit, celui qui fait la faute mériterait, serait légitime qu'il perde. C'est mesurer la proportionnalité et d'avoir le feu de l'action. La libéralisation des armes se ferait aussi, évidemment, avec des règles. Il y en a même en Amérique des règles. Il ne faut pas croire que j'arrive comme ça à l'épicerie, je dis je voudrais avoir un fusil à pompe et donnez-moi le fusil à pompe. Il y a certains États, il y a beaucoup plus de tueries, même s'ils sont plus nombreux dans les États. Il faut savoir que il y a Monsieur Moyen pourrait avoir une arme, mais ceux d'en face ont déjà des armes. Vous allez dans n'importe quelle cité au Franc-Moisin à Saint-Denis, vous demandez une mitraillette, un Uzi ou ce que vous voulez, vous l'avez, vous payez, vous l'avez, c'est tout. Et il n'y a pas besoin de loi pour ça. Donc, en fait, là, pour le coup, il y a même une inégalité par rapport à Monsieur Moyen. C'est-à-dire que la racaille, lui, il peut se permettre d'être hors la loi comme il l'entend, et Monsieur Moyen, lui, en fait, non, il n'a pas le droit, il a droit à rien. Si, il faut lui permettre d'avoir ce droit aussi. Parce que sinon, si demain, je veux dire... non mais... ça peut le devenir, c'est juste une loi organique. C'est pas un droit. Donc non, on va pas créer une loi organique. Et pourquoi pas ? On va pas créer une loi organique pour que Monsieur Moyen ait le droit de... Et pourquoi pas ? Parce qu'en fait, tu prends le problème du mauvais sens. Non, mais je vois très bien le problème du truc. C'est que tu ne peux pas prendre de décision juridique parce que l'État est défaillant. En fait, tu peux pas dire je vais revenir sur des principes parce que l'État fait pas son boulot. Ça, c'est le piège, si tu veux. C'est comme ça que Darmanin nous vend des caméras de surveillance. Oui, mais regardez, vous êtes en danger, on va foutre des caméras de surveillance sur une rue sur deux en France. Et là, mais non, c'est parce que tu fais pas ton boulot. Et donc les gens vont être d'accord avec le dire, du coup, il faut surveiller tout le monde, mais parce qu'en départ, le mec fait pas son taf. Les armes, c'est pareil. Donc les flics vont en banlieue, ils prennent les stocks d'armes, ils se tirent et ils mettent en tôle ceux qui veulent pas les donner. Mais on va pas voter une loi organique pour autoriser Monsieur Moyen à prendre un flingue parce que des racailles en ont. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tombé dans... Mais comment on fait le pauvre gars qui habite... on peut même changer la loi et assouplir les peines. Et il est constamment en danger. Mais comment il fait ce gars-là ?
On peut déjà assouplir les peines et les sanctions qui pèsent sur ceux qui ont une réaction d'autodéfense qui peut paraître légitime. On peut quand même changer le code pénal et mettre en place... C'est plutôt la légitime défense que le phénomène d'autodéfense face à une délinquance globale. Attendez. Vous faites allusion à ce bijoutier qui avait bien sûr, servi... par exemple, qui a fait de la prison pour le coup. Petite précision concernant le père de famille qui a tabassé le mec, là. Je sais plus les sondages, mais l'écrasante majorité des Français sont d'accord avec ce type. Même si l'écrasante majorité des Français sont pas pour l'auto... En fait, c'est très compliqué. La majorité des Français sont contre le principe d'autodéfense, mais à chaque fois qu'il y a un bijoutier, un mec, sa fille est touchée, etc., ils soutiennent le gars. Donc c'est très compliqué. Dans l'absolu, personne n'est pour l'autodéfense. L'autodéfense, c'est le dernier recours des pauvres gens qui subissent l'insécurité. Mais justement, je peux vous poser une question. Admettons justement qu'on fasse passer une loi au Parlement qui autorise la vente d'armes. Mais en fait, vous acceptez le principe de la solution politique, parce que quel pouvoir politique accepterait la vente d'armes ? Donc si moi, demain, j'ai le choix, avec un pouvoir politique qui fera les deux mêmes choses, qui soit peut faire une loi qui permet de légaliser la vente d'armes, ou un pouvoir politique qui fait ce que je vous expliquais, c'est-à-dire la reprise en main de la justice, la reprise en main de la délinquance, la reprise en main de l'immigration, excusez-moi, je préfère la deuxième solution personnellement. On en est bien d'accord, mais en attendant, on fait quoi ? Non, mais c'est pas en attendant, c'est une fois que vous avez le pouvoir politique. Et il revient à Laurent Berton et on terminera ce débat. Laurent. C'est comme les gens ne voient pas d'issue. Moi, simplement, rappeler aussi qu'on parle beaucoup des armes à feu, mais en réalité, en France, aujourd'hui, la plupart des victimes d'armes le sont d'armes blanches. On est à peu près à 120 blessures au couteau, blessures ou morts au couteau par jour, et bien plus fréquemment, on meurt d'un coup de couteau que d'une balle aujourd'hui. Donc ça, évidemment, ça passe un petit peu sous les radars. La coutellerie est peut-être une vieille tradition française, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de loin l'arme la plus utilisée et qui permet aussi de passer sous les radars de la médiatisation, en particulier quand on ajoute le déséquilibre à l'équation. Il y a énormément de déséquilibre aujourd'hui, et c'est surtout ça qui représente ce fameux terrorisme ordinaire dont a pu parler Zemmour, qui tient dans cette ultra-violence permanente, qui peut tomber partout pour rien, plus ou moins gratuitement. Et la préoccupation numéro 1 de nos compatriotes est celle-là. On se fait rarement abattre d'un coup de Kalachnikov quand on n'est pas dans un camp de dealers ou quand on n'est pas flic, etc. C'est plutôt à l'arme blanche que ça se joue. Donc même si on interdit toutes les armes à feu, on n'aura pas du tout résolu nos problèmes. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. On termine avec ces dessins d'Ignace, qui est particulièrement prolifique. Alors, tout d'abord, Éric Morillo et Greg s'arment contre la France Orange Mécanique en buvant des canons. Je vous le donne, mon cher Laurent. Laurent Berton, l'auteur de La France Orange Mécanique, nous met en garde. On en voit toutes les couleurs et au mieux, ce sont des bleus et des marrons. Mike Borowski, lanceur d'alerte, halte à l'insécurité galopante, fake news, on ne sait pas de quel site ça vient. Criminalité, quelle riposte de l'État, ça ne traîne pas. Marge blanche et lâcher de ballons, je pense que ça doit être pour Pierre. Autodéfense, quelle arme spirituelle ou matérielle? Les deux, mon général. Voilà encore un autre dessin. Bon, comment protéger nos frontières avec des chapelets de sauciflard? C'est pour le monsieur moyen. Olivier Piacentini nous appelle au sursaut. Si nous nous ramollissons, l'oncle Sam finira par nous mâcher comme du chewing-gum. Encore Pierre Gentillet qui se défend bien contre la France Orange Mécanique avec mon barreau. Ouais, ça je vous ai laissé. Enfin, Greg Tabibian et la France Orange Mécanique. Fuis pas content. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour ce premier débat. On enchaîne tout de suite avec l'interview Confession. À tout de suite. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. Allez, on passe à l'interview Confession. J'avais oublié le dernier dessin d'Ignace. Macron veut éviter le pire en désarmant les Gaulois réfractaires. Voilà, vous le reconnaîtrez. Laurent Berton, c'est l'heure de l'interview Confession. Alors vous allez voir, c'est très simple. Des questions vous sont posées et vous y répondez, si possible, rapidement. Première question. Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle ? Celle-là est délicate, j'ai plus de modèle, parce que je ne sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas l'esprit critique aidant, on a tendance à déconstruire, on va dire, on va faire plaisir à Sandrine Rousseau, mais à revoir un petit peu ses admirations d'antan, donc à passer à moins se fier à des personnalités particulières. Donc je ne dirais pas que j'ai de grands modèles. Je
pense qu'il fallait citer peut-être la figure intellectuelle qui m'a le plus inspiré, je dirais que c'est Paul Valéry, mais c'est pas une statue immaculée, on va dire. Deuxième question. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Ça paraît, c'est ceux de l'enfance, je dirais, mais peut-être les fables de La Fontaine, auxquelles je reviens encore très régulièrement et qui me semblent, oui, pour moi, le sommet. Et laquelle, il y en a une en particulier ? Oh non, vraiment, et quand on relit justement les moins connus, on retrouve des choses assez incroyables, et je pense que c'est un sommet stylistique et intellectuel qui ne sera, à mon avis, pas égalé. C'est intéressant parce que quand on voit ce que vous écrivez, moi j'aurais tendance à croire que vous ne faites que lire non, pas du tout. Des bouquins. Non, je lis pas tant de trucs anxiogènes que ça. Non, je lis beaucoup d'affreux gauchistes. Qui par exemple ? J'ai lu encore Sartre, Lévinas il y a peu de temps. J'ai lu Barthes et c'est carbiné, hein, mais il faut, si on veut connaître que le diable, il faut un petit peu faire tous les recoins de l'enfer en quelque sorte. Et j'ai pas comment dire, j'ai justement pas d'enfer dans ma bibliothèque, des types que je lirai jamais, tout ça. Au contraire, je vais chercher à la source plutôt que d'avoir des idées, des a priori. Et bon, malheureusement, ça se vérifie pas mal quand même, d'un point de vue intellectuel. Troisième question. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Votre menu d'anniversaire ou celui pour fêter votre plus grand succès. Je vais faire du localisme, je vais aller dans le Jura et je vais prendre un comté vieux, comté de 18 mois, 24 mois, 36 mois, je sais pas, en petit cube avec, vous savez, les cristaux de tyrosine. C'est pas du sel, mais c'est de la tyrosine, et avec un petit vin jaune, un château chalon, quelque chose comme ça, et ce sera tout. Et je serai très heureux avec ça. D'ailleurs, en parlant de vin, je crois que vous buvez du vin beaucoup ou pas ? Beaucoup, dans la mesure du raisonnable quand même, mais oui, j'aime bien le vin, j'aime bien la bière, pas de problème. Allez, question suivante. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout ? Ce serait peut-être alors détester, le mot est fort, parce que quand on comprend, on déteste un peu moins, mais disons qui est méprisable, je dirais, c'est de faire porter à autrui la responsabilité de ses échecs, qui est un mal très français aussi, qui d'ailleurs fait les beaux jours de la gauche politique. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment très, très profondément heurté et que j'ai toujours voulu fuir. Et je crois qu'on a une dernière question. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? Avec 10 ans de plus, malheureusement. Et alors j'espère que j'aurai écrit une dizaine de livres d'ici là. J'en fais à peu près un par an. Ce serait une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a encore... La guérilla n'a pas eu lieu. À peu près. Et on a encore quelques arbres pas vendus aux Chinois. Donc ce sera plutôt bien. Mais sinon, non, je ne vais pas faire de prospection à long terme. Sinon, encore une fois, je ne me suicide pas tout de suite, comme dit l'autre, mais il y a de la pression. Allez, pour finir, moi, c'est une question que je vais poser aux sociétaires qui nous entourent avant d'aborder le second débat sur les États-Unis. Quel regard vous portez sur Laurent Omerton ? Pierre ? Alors, c'est très particulier. Moi, j'ai déjà rencontré Laurent Omerton, mais il ne s'en souvient pas. C'était il y a 10 ans. Ah. C'était une conférence que vous aviez donnée aussi. Il a pas l'air de s'en souvenir. C'est vrai, je confirme. J'étais avec quelqu'un qui, entre-temps, qui est une amie et qui est devenue très connue, qui a eu un rôle important, notamment dans la campagne d'Éric Zemmour. Qui ça ? Ah si, ça y est, je me souviens. Voilà. C'est qui ? Bah non, mais non, je ne peux pas aller plus loin. Ah bah non, vous avez trop dit. Mais tout le monde comprendra. Et je dis déjà beaucoup. Et en l'occurrence, dès 2013, j'avais au moment où vous avez sorti France Orange Mécanique, je crois que c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Je n'étais pas le seul, mais je vous avais vraiment trouvé beaucoup de courage quand je vous avais notamment découvert sur le plateau de D'On n'est pas couché face à toutes ces hyènes. Et vraiment, encore aujourd'hui, je vous tire mon chapeau. Je vous cite assez régulièrement, puisqu'en fait, le terme France Orange Mécanique est devenu peut-être qui va entrer dans le dictionnaire. Pour moi, c'est une expression courante. Donc, j'en profite pour vous remercier. Olivier, un mot sur Laurent. Laurent est un petit peu un mystère pour moi, parce que ses écrits sont explosifs, ses formules décapantes, et il est si charmant, et très mesuré. Il est si humble, modeste et presque effacé, je dirais, presque discret, parce qu'on dirait qu'il est presque gêné sous le feu des caméras, et ça, c'est un caractère que j'apprécie beaucoup, c'est sa modestie, effectivement. Sur tout ce qui a été dit dans la première partie, je rejoins
depuis des années l'essentiel de ce qui est dit, je vous trouve quand même très pessimiste sur toute cette invasion des écrans, parce qu'aujourd'hui, les écrans, il y a une partie des écrans qui bascule de l'autre côté, et une partie de plus en plus importante de la population qui nous suit, nous par exemple ici, et donc il y a quand même une évolution de plus en plus forte, et dans tous les pays, en faveur, je dirais, d'un grand changement, et les gens, même s'ils n'ont pas conscience de tout, voient bien qu'on leur ment. Mike. Alors, Laurent Berton, je le connais depuis 10 ans, et je vais me confesser aujourd'hui. En 2012, donc, je m'étais présenté aux élections législatives. On m'avait évidemment retiré mon investiture parce que j'avais des problèmes avec le président de fédération, qui s'appelait Éric Raoult. Et je devais donc... Qui est décédé. Et je m'étais présenté en divers droite et il fallait que je fasse un truc un peu chaud, quoi. Parce que sinon, j'aurais fait un score minable. Et j'ai utilisé, je me confesse, la moitié des propositions de Laurent Berton de France Orange Mécanique qu'il y avait vers la fin. Parce qu'à vers la fin, je crois qu'il y a des propositions. Et j'ai utilisé donc, une partie de ces propositions pour faire campagne et pour les mettre sur les tracts, les professions de foi, même les affiches, j'ai fait. Et j'ai fait 1500 voix. Voilà, ce qui était quand même pas mal. Enfin, Greg, allez, et on terminera là-dessus. Ouais, aussi, je le connais depuis... Non, je déconne, je le connais pas du tout depuis 10 ans. Non, j'avais découvert avec la France Orange Mécanique à l'époque, j'avais vu la fameuse émission, je sais pas si on n'a pas eu 2 chez Ruquier. Ah non, une seule. Une seule, c'était déjà très bien. C'était très bien, oui, mais je me souviens qu'il y en avait une qui était particulièrement violente, donc il n'y a pas eu de rappel. Non. Et qui est un livre que j'avais lu, que j'avais aimé, et il y avait quelque chose qui m'avait un peu marqué. C'est vrai que tout de suite, c'était un des premiers cas école d'effets stressants. Tout le monde m'a dit qu'il ne faut pas y aller, donc du coup, forcément, j'ai jeté un coup d'œil. Mais c'est vrai, c'est d'après moi, je me dis, c'est quand même bizarre. C'était un des premiers cas où je me suis dit, putain, il y a quand même vraiment tout le monde qui aime pas ce mec, quoi. Donc, et donc je me suis dit, c'est vrai, j'avais ce constat un petit peu d'un pessimisme un peu trop prononcé pour moi. Et en vous écoutant ce soir, je vois que ce pessimisme découle moins, en tout cas j'en ai le sentiment, et moins la conséquence d'une pensée politique réactionnaire ou d'extrême droite, comme on peut le lire, mais plutôt de quelque chose qui serait presque du domaine de l'émotionnel et de la façon dont vous vous sentez impliqué. Pas dans le sens gauchiste, péjoratif, il n'est pas dans la raison, il est dans le sentiment. Mais vous avez dit plusieurs fois, sinon on se tire une balle. Vous avez dit plusieurs fois à quel point vous-même ça vous affectait. Et j'y vois vraiment le prolongement peut-être de quelqu'un qui se sent beaucoup concerné. Et il y a quelque chose que j'apprécie aussi et qui est rare, c'est que vous faites partie des gens qui essayent, et je pense que c'est très dur dans le climat médiatique ambiant, j'essaie de le faire aussi, d'avoir d'un côté une activité politique avec des écrits et des productions politiques, et de l'autre une activité littéraire, créatrice, romancière, qui est quelque chose qui est du domaine de l'imaginaire. Et ça, c'est quelque chose que... Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour que vos écrits de romans ne soient pas perçus comme des opinions politiques dissimulées, ou comment vous... Mais c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien quand quelqu'un a ces 2 facettes. Voilà. D'autant en une phrase que le livre que vous avez sorti, qui vous a rendu célèbre, La France Orange Mécanique, à l'époque vous l'avez sorti justement à cette émission On n'est pas couché, vous vous êtes fait vraiment taper dessus, vous êtes pris le ciel sur la tête. Aujourd'hui, pour commenter un petit peu l'actualité de temps en temps, et puis comme tout le monde s'y intéressait, aujourd'hui les médias traitent ça, je veux dire, avec... en fait... Maintenant, c'est entré dans le courant, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que vous avez dénoncé aujourd'hui, si aujourd'hui vous sortiez votre livre, La France Orange Mécanique, on vous dirait, surtout après l'affaire Leleur, on vous dirait oui, alors, c'est déjà. Oui, c'est voilà. Vrai. Mais c'est peut-être ça qui donne cette impression de pessimisme. Moi, c'est marrant parce que je me sens vraiment pas pessimiste pourtant. Je suis pas du tout dépressif, suicidaire, machin. Pas de... non, c'est pas ça que je voulais dire, mais il y a de l'affect, quoi. Non, mais... peut-être de la sensibilité. Oui, mais j'ai pas du tout l'impression de passer des messages pessimistes, au contraire, de se dire, la situation, elle est là, soyons lucides, gagnons du temps, regardons-la en face, n'attendons pas 10 ans pour se dire, oui, quand même, peut-être, il avait peut-être un peu raison, parce que les problèmes et les victimes, etc., vont s'empiler. Et plus la situation avance, moins elle sera réversible de manière, citoyenne. Donc, il y a j'essaie plutôt de faire réagir. C'est justement cette passivité autour de moi, et cette espèce d'attentisme confortable, un peu lâche, qui me heurte aussi pas mal. Donc j'essaie surtout de diffuser ça. Mais pour moi, le constat n'est pas si pessimiste. S'il nous fait réagir, il ne l'est pas. Par contre, s'il nous fait nous dire « Ah oui, c'est foutu », et qu'on ferme le livre comme ça, là oui, mais malheureusement, il y a autant de lecteurs de lectures qu'il y a de lecteurs. Selon on se projette dans le livre, on ne voit pas exactement la même chose.
Donc moi, je suis surpris souvent de l'interprétation qui est faite de mes livres. En tout cas, on vous aime beaucoup à TVL, sachez-le. Merci beaucoup. Donc, je rappelle toujours Guérilla 3 aux éditions Magnus, que vous pouvez d'ailleurs acheter sur tvl.fr. On se retrouve pour la seconde partie, la dernière partie déjà de l'émission, le second débat sur les États-Unis. À tout de suite. Les États-Unis, entre changement et continuité, quelles leçons tirer des midterms ? Assiste-t-on à la fin du Trumpisme vers une évolution de la position américaine en Ukraine après l'affaire des missiles ? Après un débat sur l'autodéfense, les clubs de tir dont on a parlé, c'était naturel de parler des États-Unis. Alors juste un petit truc que je voulais placer vite fait, parce que je vais me faire défoncer si je fais pas mes 20 secondes de pas d'amalgame. Et si, parce que je suis une très grande famille de tireurs sportifs. Mon père, Georges Tabibian, a été un des cadres, des figures du tir sportif français. Et j'ai même la chance d'ailleurs d'avoir un modèle de Colt à mon nom. Le Colt 45 Tabibian existe. Ah ouais. Mais bien sûr, monsieur. Tellement retouché d'ailleurs qu'il a été déclassifié en Manurin parce qu'il n'y a plus rien d'origine. Mais c'est un modèle qui a gagné des compétitions, etc. Bref. On l'a vu, le truc de Daniel Guichard, où il dit « je me suis inscrit au club de tir » et donc du coup, forcément, les gens ont fait le lien entre club de tir et autodéfense. Voilà, je voudrais juste défendre un petit peu le tir sportif. C'est une discipline sportive extrêmement respectable, fait par une majorité de gens qui sont là pour exercer un sport. Bon, c'était la minute, pas d'amalgame. Voilà. Et juste ça, qui sont des gens professionnels, encadrés, responsables, et je voudrais juste pas qu'on pense que s'inscrire à un club de tir, ça veut dire qu'on est là parce qu'on a envie d'être au Far West. Voilà, c'était juste pour le préciser. La mise au point est faite. Alors donc pour finir cette nouvelle très belle et très animée soirée dans Bistro Liberté, donc je vous propose de revenir sur l'une des actualités les plus brûlantes du moment. C'est bien sûr la suite des élections, des midterms aux États-Unis. Donc avant de parler de leur rôle en Ukraine, donc de la part des États-Unis et dans le reste du monde d'ailleurs, parlons de politique intérieure et de ces midterms. La fameuse vague rouge qui a été promise par les sondages et par Donald Trump n'a finalement pas été aussi importante qu'on l'imaginait. Les Républicains ont tout de même remporté la Chambre des représentants d'une courte tête, c'était mercredi 16 novembre dernier. Et le Sénat restera démocrate, au final, de très peu. Quel bilan vous faites vous avez l'honneur de commencer ce débat de ces élections de midterm, Laurent Berton. J'ai l'impression que c'était une sorte de primaire républicaine avant l'heure, plus qu'un vote anti-Biden, finalement. Primaire, c'est officiel, Trump dans la foulée. J'ai l'impression que les républicains tiennent pour acquis que Biden n'est plus tout à fait en vie, et que donc ils se concentrent sur leur premier tour à eux, finalement. Donc ce fameux duel entre Trump, plus méchant que jamais, il est de retour, etc., et un DeSantis qui serait le pan un peu plus crédible de ce parti. Donc évidemment, DeSantis sur le papier semble dominer cette rencontre, mais après on parle des États-Unis, on parle de Donald Trump. Je fais plus de pronostics sur ce pays depuis un certain temps. Moi. C'est de finir comme Yann Barthès. C'est difficile de faire des pronostics, c'est-à-dire que... Vous pensez qu'il a toutes ses chances, Trump, là, pour 2024 ? Non, mais attendez, évidemment. Enfin, je veux dire, mais vous un avis objectif. Non, mais la dernière fois qu'on a dit que Trump n'avait aucune chance, c'était en 2016. Moi, je me souviens, j'ai suivi Donald Trump au tout début des primaires républicaines, où il était à 1%, où on avait des spécialistes BFM TV qui nous expliquaient c'est mathématique, c'est scientifique. Vous vous souvenez de cette petite expression ? C'est mathématique, c'est scientifique, je crois à un truc, c'est la science politique électorale. Vous voyez, je le cite. Moi, je me souviens pas de cette séquence, mais celle sur le plateau d'Yann Barthès où ils étaient tous en oui, attendez, c'est la meilleure, j'y arrive. Non, mais attendez, vous savez quoi, ça tombe très bien. Mais d'abord, là-dessus, pas de pronostic. Et deuxièmement, vous avez raison, rappelons cette séquence. Je l'ai vue, alors attendez. On va faire de la pub pour Quotidien, parce que ça vaut le coup. Vous allez aller sur le replay de Quotidien en 2016, et il y a 2 semaines, quand vous avez un petit coup de mou. Oh, vous allez juste sur ma page Twitter. Ce qui nous arrive tous. En plus de votre page Twitter, bien évidemment. Franchement, allez voir la soirée électorale.
et regardez le moment. Alors, regardez pas le début parce qu'il ricane tout le temps. Regardez juste les 2 premières minutes. Mais regardez à partir d'1h30, 2h, ce qu'ils font toute la soirée. Ça commence à se décomposer. Vous accélérez un peu. Et vraiment, jusqu'au moment, au moment phare où il y a... et on nous dit que Trump remporte l'Ohio. Oui, et la Floride. Quelqu'un veut parler dans le public, on nous dit qu'il y a des gens qui pleurent. Voilà, on est dans la private joke, mais non. Partageons-la, c'est une public joke en fait pour vraiment tout le monde. Tenez, prenez, mangez-en tous. Vraiment, c'est formidable. Il faut aller regarder cette émission. Elle fait du bien authentiquement. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un peu de baume au cœur. Maintenant, vraiment rapidement pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement on ne peut pas faire de pronostics. Maintenant, moi je ne suis pas citoyen américain. Je ne pense pas que nous soyons ici citoyens américains. Ce qui m'intéresse, c'est la France, les intérêts de la France. Il me semble que moi, je n'idéalise pas Donald Trump, mais à travers la politique étrangère de Donald Trump, je pense que c'est un moindre mal en comparaison de Biden. Et surtout, je remercie Donald Trump d'avoir vraiment mis au pas, d'avoir refermé la parenthèse néoconservatrice au sein du Parti républicain. Ça, c'est vraiment l'événement majeur. C'est-à-dire que même si Donald Trump n'était pas demain le candidat pour les républicains, il a réussi au sein de son parti qui était néoconservateur, c'est-à-dire pour les gens qui ne le savent pas, interventionniste, dans une vision quasi messianique, qui a déclenché des guerres en Irak notamment, en Afghanistan, etc. Eh bien, je suis content, cette parenthèse s'est refermée aux républicains. Donc, que ce soit lui ou un autre, je souhaiterais plutôt que ce soit lui dans ce premier temps. Je pense que c'est une bonne chose pour la France. Voilà. Olivier Piacentini. Moi, j'aurais du mal à faire des pronostics sur la personne de Trump, en sachant qu'aux États-Unis, comme un petit peu en France, c'est un système présidentiel. Il continue de dire qu'il a gagné, je crois, l'élection présidentielle de 2020. Oui, mais le doute est toujours là dans beaucoup d'esprits aux États-Unis. Beaucoup d'Américains considèrent que Biden n'a pas été élu normalement, donc il n'est pas le seul à ce titre. Mais en tout cas, au-delà de sa personne, parce que c'est vrai qu'il commence à avoir quand même ses années, on va dire, il commence à avoir bien bourlingué, je crois que c'est le Trumpisme qui est de plus en plus ancré dans la politique américaine, déjà au sein du Parti républicain, où on voit quand même que le Parti républicain, comme vient de le dire Pierre, a énormément changé et qu'on n'est plus dans la phase George Bush Jr., Mitt Romney, enfin ce qu'était l'ex-Parti républicain. On est vraiment dans un parti aujourd'hui qui a complètement changé, qui s'oppose au mondialisme, et ça c'est véritablement Donald Trump qui a imprimé sa marque. Et puis l'opinion américaine, n'oubliez pas que du jour où effectivement ces médias français ont constaté avec horreur l'élection de Trump, ils pensaient que ça allait être un météore, pratiquement une erreur de casting, presque enfin un accident industriel. Et puis finalement, qu'il ait gagné, qu'il ait perdu il y a 2 ans, le fait est que le Trumpisme est là, et bien là. Et que la société américaine aujourd'hui est très fracturée entre une Amérique qui vote Trump et qui est vraiment dans l'esprit du Trumpisme, et une autre qui est celle des gagnants de la mondialisation, qui est face à face. Et j'ai l'impression que dans la plupart des pays, on va avoir de plus en plus de mal à dégager des vraies majorités, parce qu'il y a une sociologie qui est fracturée de plus en plus, et qui se reflète au niveau électoral. On le voit en France également, c'est la même difficulté à dégager une majorité, parce qu'il y a véritablement une coupure sociologique qui se reflète dans la politique, et c'est valable également aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez? On peut l'applaudir. Greg, qu'est-ce que vous pensez que sa déclaration de candidature de Donald Trump, il a eu raison de se lancer aussi vite là, parce qu'aux États-Unis tout part. Je sais pas, c'est Trump, il veut pas être oublié si vite. Bon. Surtout qu'il est concurrencé dans son camp même. C'est normal qu'il soit par concurrencé. Ron DeSantis, réélu d'ailleurs largement gouverneur de Floride, c'est le nouvel espoir des républicains. C'est normal. Moi, je suis pas aussi optimiste que ça sur l'avenir du Trumpisme en tant que sous-courant politique, parce que le Trumpisme, on va tous prendre un gros coup de vieux. C'est 2015, ça a 10 ans. Ça a 10 ans le Trumpisme. Et aux États-Unis, 10 ans pour un sous-courant politique des républicains, c'est beaucoup. Les États-Unis, c'est pas la France. Il y a pas des gens qui sont giscardiens 40 ans plus tard. Ça n'existe pas. Il y a pas de genre gaulliste en 2022. Tu vois, il y a pas de. Ça marche pas comme ça. En fait, ça va très très vite. T'as que 2 gros partis, et puis dedans, il y a un courant ou un sous-courant ou une famille, en fait, en vrai, qui va prendre l'ascendant pendant 10 piges. Et les candidats de Trump à ces élections-là ont pas fait un score extraordinaire, loin de là. D'ailleurs, dans son discours il y a quelques jours, il a à peine parlé d'eux. C'est-à-dire, si vous réussissez, je prends le mérite. Si vous vous plantez, tant pis pour vous. Donc ça, c'est un peu sa mentalité aussi. Mais le Trumpisme a influencé clairement le camp républicain américain, mais en tant que... Ces idées ont peut-être été intégrées, mais en ce qui concerne l'avenir personnel de Trump, de son courant, de ceux qui se réclament du Trumpisme, je ne leur vois pas forcément un avenir politique mais le Trumpisme plus glorieux que ceux qui se réclament du gaullisme aujourd'hui. Il n'y a eu qu'un seul mandat, et le mandat qui avait très bien démarré avec vraiment des succès économiques
impressionnant au bout de 2 ans, a été interrompu et brouillé. Le succès et l'image du succès a été brouillée par la phase Covid derrière, qui a empêché véritablement et les Américains et l'opinion internationale de réaliser à quel point la politique de Trump de rupture avec le libre-échangisme absolu et la politique d'aide et de baisse des charges fiscales pour réaider à la réindustrialisation du pays avait fonctionné. 4,5% de croissance au bout de 2 ans. Mais tout ça, c'est, je dirais, dissipé avec la phase Covid. Et le Trumpisme est finalement un succès un peu avorté, ou en tout cas qui n'a pas pu aller au bout. C'est paradoxal. Et j'espère que les États-Unis lui redonneront la chance de... Juste un point, parce que vous parliez des médias. J'ai été fasciné par la façon dont les médias français ont traité ça. Alors, je ne veux pas comparer ce qui se passe aux États-Unis et en France, parce que ce n'est pas la même structure politique, mais regardez. La réalité, je cherchais quand les résultats sont tombés, résultat élection. Et je vois des formulations qui sont exactement celles que tu as repris, Eric. La vague rouge n'a pas eu lieu. Je vois ce titre, je me dis merde, les Républicains ont perdu. Je clique sur le truc, on m'explique qu'ils ont gagné. Et je regarde toutes les interviews, toutes les présentations du JT qui ont été faites, et la vague rouge, la vague Trump n'a pas eu lieu. Finalement, ce sera la continuité d'avant. Rien n'a bougé. Non, elle n'avait pas eu autant lieu. Bien sûr. Mais beaucoup de gens disent ça n'a pas eu lieu. Et puis là, on regarde, on se dit mais attendez, les Républicains ont gagné la Chambre des représentants avec une courte tête, 6. Mais visiblement, il va rien se passer. Ça ne change rien. Alors que c'est étrange parce qu'il y a 4 mois en France, on a eu un phénomène qui était l'opposition, qui n'est même pas majoritaire. C'est-à-dire, c'est juste la majorité de Macron qui est légèrement menacée. Et là, tous les mêmes médias nous disaient c'est une révolution sans précédent, le paysage politique français va être complètement déstabilisé, tout va changer, plus rien n'aura à voir. Donc c'est étrange parce que quand vous avez un parti qui gagne d'une courte majorité dans un pays où il faut être contre ce parti-là, ça ne changera rien. Mais en France, quand le président gagne, mais gagne à peu, alors là, c'est la révolution. Parce que la Chambre des représentants n'a pas elle a du pouvoir, mais en réalité, la vérité du pouvoir est partagée entre 3 institutions, vous avez raison. Il y a surtout le Sénat. Bon, il y a la Chambre des représentants, c'est une chose, c'est vrai. Et puis, le président a des pouvoirs propres aussi. Donc, le pouvoir est fragmenté dans ces 3 institutions. Le président a des pouvoirs propres en France. En France aussi, tu as 3 pouvoirs. Tu as l'Assemblée, tu as le Sénat, tu as McKinsey. Donc, tu as 3 trucs. C'est pas la même chose. Non, mais en France aussi, le pouvoir est partagé. Le Parlement n'a aucun pouvoir. Aux États-Unis, pourtant, ça va tout changer. Le régime aux États-Unis est un régime présidentialiste. En France, c'est un peu plus nuancé. Ce qu'on appelle un régime, c'est du jargon, mais semi-présidentialiste. Le pouvoir est vraiment fragmenté de cette manière-là. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas... C'était juste marrant quand ça a été couvert. Je suis d'accord. Parce que tu peux le dire d'un mot, c'est-à-dire qu'en gros, les médias français sont plutôt anti-trumpistes. Et ils étaient tellement heureux de minorer son succès. Mais en un sens, mais ils l'ont mal présenté, ils ont quelque part, mais ils ne sont pas assez bons, ils ont quelque part raison. Parce que c'est une victoire pour le Parti républicain, relative, mais c'est une victoire pour le Parti républicain. Mais c'est un échec pour le trumpisme, pour les raisons qui ont été mentionnées par mon voisin. Parce que les candidats trumpistes, se sont plantés. Mais ça, c'est un degré d'analyse. Mais parce que juste le phénomène Trump est has-been. Mais la leçon, mine de rien, de ces élections, c'est qu'on peut être l'avant-veille dans les sondages à 84%, c'est-à-dire 84 sièges sur 100, et se retrouver 2-3 jours après à quasiment 50-50. Donc c'est mieux que l'IFOP, en fait, visiblement, les sondages américains. Ensuite, moi j'ai peur aussi que peut-être les démocrates risquent de rester longtemps, parce que si je devais les comparer avec quelque chose en France, j'ai l'impression que les démocrates, c'est le PCF 93, époque Marie-Georges Buffet ou Georges Marchais, c'est-à-dire le bourrage d'urnes et toutes ces choses. Donc j'ai peur que ça me paraît compliqué quand même pour les Républicains. Greg, non, j'avais du mal à voir qu'il comparait les démocrates américains avec Marie-Georges Buffet, c'est pour ça. Après, je vois sur quel aspect spécifique, mais c'est vrai qu'au départ, je croyais que t'étais sur l'idée. Celui des élections. Là, quand même, quel bilan vous faites de ces 2 premières années du mandat de Joe Biden? Est-ce que c'est lui qui dirige? Moi, c'était ça la question. Le bilan de Joe Biden. Mais non, mais attendez, sa politique, autant sous Trump, on a bien vu, quand Trump est arrivé, vous l'avez rappelé au début, on a compris, et d'ailleurs c'était très intéressant pour nous, parce que pour la première fois, dans le cœur de l'Empire, c'est-à-dire aux États-Unis, un pouvoir populiste arrivait à la tête de la présidence. On se disait, et on a regardé ça, nous, en France, depuis l'Europe, un peu avec... à la fois avec gourmandise, mais en même temps avec intérêt, en se disant, voyons voir ce que cette expérience va donner. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pendant 2 ans, ce qu'on appelle l'État profond, en fait, pour la première fois, c'est révélé. C'est-à-dire, on a vu un chef des armées qui, ouvertement, affichait son désaccord avec
le président des États-Unis. On a vu une administration, des chefs d'administration qui ont été en conflit ouvert avec le président des États-Unis. Donc nous avons compris, et c'est une leçon importante à tirer, nous avons compris qu'il ne suffira pas, par exemple en France, en Europe, en Allemagne, en Espagne, ailleurs, de prendre le pouvoir. Il faudra l'exercer. Et pour l'exercer, ça suppose, d'avoir conscience des structures de force existantes et aussi une petite particularité en France qu'il n'y a pas aux États-Unis, de manière générale en Europe, ce sont les carcans juridiques, en particulier la CEDH, en particulier le droit de l'Union européenne et, j'en ai beaucoup parlé aussi, mais le Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, qui, par exemple pour le cas, admettons un référendum sur le droit du sol, sur l'immigration, peu importe, viendront ici comme une muselière pour empêcher le peuple de s'exprimer, pour empêcher... Et je rajouterai une chose, c'est qu'il faut aussi avoir avec soi l'administration. Parce que l'administration dirige énormément en France. D'ailleurs, je vais raconter une anecdote. Alain Juppé, en 95, lorsqu'il a été Premier ministre, est allé à Bercy. Et dit, moi, j'ai mon plan, il sera ça et ça pour le trésor public. Et Bercy lui a répondu, non, vous êtes gentil, monsieur Juppé, nous, on fait comme ça. Et c'est l'administration qui a fini par gagner. C'est Bercy qui a gagné contre Alain Juppé. L'Océan Viking, par exemple, c'est exactement ça. Darmanin dit ils ne vont pas bouger de leur truc et tout le monde s'en fout. Les juges lui demandent vous êtes, c'est pour, et rien ne se passe. Enfin, ça, c'est... Donc l'État est il y a c'est un parasite avec des micro-parasites et c'est très difficile de passer outre ça, quelle que soit la volonté populaire, quel que soit le type qu'on va mettre au-dessus et sa petite équipe à lui. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile. Il faut avoir avec soi 500 hauts fonctionnaires à peu près. Oui, c'est très... Voilà. Les États-Unis, Laurent Oberton, c'est une source d'inspiration pour vous, pour vos ouvrages, pour la partie fiction? Sur l'aspect conditionnement médiatique, c'est très intéressant parce que le média français jouit d'une impunité flagrante vis-à-vis de tout ce qu'il va dire sur les États-Unis. C'est-à-dire qu'il peut dire absolument n'importe quoi. Monsieur Moyen n'a jamais compris ce pays, ne comprend pas ce qui s'y passe, ne comprend pas les personnages qui le peuplent. Et du coup, on peut lui raconter n'importe quoi, des contes de Perrault modernes. C'est pas un peu comme plutôt des séries Netflix. Le Texan Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, lui, il est très très méchant, lui, il est très très gentil. Et donc Trump, c'est vraiment l'allégorie du mal. Il fait du mal aux immigrés, aux enfants, aux arbres, etc. Il pollue, son bilan carbone est affreux, etc. Et ce discours-là est très très peu remis en cause par le français moyen. Il faut bien s'en rendre compte que très majoritairement, les Français trouvent que ce type est abominable, affreux et qu'il mérite tous les qualificatifs dont on l'affuble, parce que c'est encore beaucoup plus loin de nous. Olivier Piacentini, tout à l'heure, moi j'ai cité, ça n'a pas fait réagir beaucoup, mais l'État profond, on entend beaucoup que ce ne serait pas Joe Biden qui gouvernerait les États-Unis en réalité, en raison de sa sénilité, et que l'État profond, donc dénoncé par Donald Trump, serait aux manettes. Quelle est votre opinion là-dessus, vous qui avez très clairement, mais Joe Biden, c'est un peu la même tendance que Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est véritablement l'homme lige des pouvoirs mondialistes, c'est-à-dire du CAC 40 en France, des grandes multinationales, des GAFA, des grandes banques américaines. Pourquoi croyez-vous que Trump a été à ce point vilipendé dans les médias qui tous appartiennent au même grand groupe, exactement comme en France, mais non pas parce qu'il aime les starlets porno ou je ne sais quoi, c'est tout simplement parce que en s'attaquant au libre-échangisme comme il a fait, il s'attaque aux montagnes de milliards de dollars que génère la réimportation des produits chinois aux États-Unis, à tous ces grands groupes qui ont investi là-bas massivement. C'est pour ça que Trump est devenu la bête noire, je dirais, du système et du mondialisme américain et des puissances financières. Mais pour comparer avec le bilan de Biden, au risque d'être très manichéen, mais véritablement, de l'un à l'autre, c'est la nuit et le jour. C'est-à-dire que quand on a eu Trump au bout de 2 ans, 4,5% de croissance, hausse des salaires du double de ce que les Américains connaissaient durant les dernières années d'Obama, donc une croissance qui profite essentiellement aux classes moyennes, et tout ça grâce, entre autres, aux entailles qu'il a mis au libre-échangisme. Et quant à la situation internationale, je vous ferai remarquer que pendant 4 ans, on a eu Trump, on a eu très peu de tensions internationales, pas de guerre. Aucun conflit. Ouais. Aucun conflit. La Corée du Nord, on l'entendait plus. La Chine, elle s'écrasait plus ou moins. Daesh a été voilà. Du jour où Biden a été élu, les avions chinois ont commencé à survoler le sol de Taïwan. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Biden n'est pas capable de maîtriser la situation internationale comme le faisait Trump. C'est vrai qu'en Nancy Pelosi va à Taïwan, ça ne peut pas aider. Exactement. Et je vous ferai observer quelque chose d'incroyable.
On a accusé Trump d'être, je dirais, le valet de Poutine qui aurait favorisé son élection. Mais dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que Poutine aurait dû attaquer en Ukraine, puisqu'il aurait bénéficié, je dirais, de la complicité obligée des États-Unis. Mais non, il attaque du jour même où Biden prend le pouvoir, tout simplement parce qu'en face, il n'y a pas la capacité à tenir la situation internationale. Parce qu'on va parler maintenant des États-Unis dans le monde et du rôle donc de ce pays dans la guerre en Ukraine, si vous le voulez bien. On a vu une certaine évolution des États-Unis, notamment sur l'affaire des missiles polonais. Alors, quel est votre regard sur cet événement et sur la réaction de Joe Biden? Alors, je suis tenté de me tourner vers vous, Mike Borowski. Ça évolue un petit peu quand même. Oui. Alors, il se trouve que lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai regardé... Un tournant dans la guerre ou pas? Non, je crois pas. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, je voyais tout Twitter là, hystérique, et tout, Troisième Guerre mondiale, en plus les Polonais ils sont en train de devenir fous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai vérifié, j'ai regardé TVP Info, qui est en gros le BFM polonais mais de l'État, j'ai regardé TVN, qui est un autre type de BFM, j'ai regardé ce que disait Duda, le président, ou Morawiecki, le Premier ministre, et bon, c'était très mesuré, et même en Pologne, c'était très mesuré. Alors, il faut savoir qu'en Pologne, déjà, il n'y a pas autant de chaînes d'infos qu'en France, et en Pologne, on n'est pas constamment, et pourtant, les Ukrainiens, c'est les voisins, on n'est pas constamment à faire des débats un peu dingues en disant « Ouais, est-ce que la Troisième Guerre mondiale, il faut tuer des Russes, je sais pas quoi ?» Non, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus mesuré que ça, surtout qu'en Pologne, sachez-le, on n'est vraiment pas du tout hystérique. C'est-à-dire, des embrouilles comme on pourrait en avoir ici, ça n'existe pas là-bas. Donc, non, ils ont vu qu'en fait, c'était des débris ukrainiens ou peut-être russes, on ne sait pas encore. Ils attendent l'enquête et puis on verra. Mais bon, j'imagine mal quand même la Russie allait bombarder la Pologne parce que là, pour le coup, ce serait vraiment la Troisième Guerre mondiale et ça, Enfin, Zelensky est moins en odeur de sainteté dans les médias, c'est ce qu'on a quand même remarqué. Est-ce que vous pensez que les États-Unis pourraient en arriver à le lâcher, par exemple, Laurent Berton? Les Américains n'ont jamais été, timides quand il s'agissait de mentir de manière éhontée pour dire non, ça c'est eux qui l'ont fait, ça a été fait par celui. Quand ils ont envie de le faire, ils le font. Ils n'ont pas de pudeur sur ce point de vue-là. Donc le fait qu'ils mettent en doute la parole de Zelensky, le narratif ukrainien, et qu'ensuite ils le désavouent carrément, en tout cas, je ne sais pas, c'est quand même un message qui est assez sérieux, à mon avis, de leur point de vue. Après, je ne suis pas, encore une fois, dans le secret des dieux de tous ces trucs-là, et je ne vais pas faire de pronostics à long terme, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez rare, il me semble, que les États-Unis, comme ça, se désolidarisent assez subitement du camp qu'ils étaient censés soutenir, du type, du représentant qu'ils ont mis là, leur marionnette, je ne sais pas comment on peut dire. C'est quelque chose qui est pas anodin, à mon avis. L'évolution de ce conflit en Ukraine, vous le voyez comment? Justement, Olivier Piacentini, vous qui écrivez beaucoup sur la situation internationale, ce serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. On a du mal à voir, parce qu'on a du mal à voir les objectifs que poursuivent Poutine, et on a du mal à voir jusqu'où, effectivement, les Américains vont suivre Zelensky en face. Effectivement, ça fait déjà quelques semaines qu'on entend parler de certaines réticences de l'administration américaine, voire même de l'administration française vis-à-vis de Zelensky, qui aurait des interventions trop lourdes, trop ressassées, et qui commenceraient un petit peu à mettre trop la pression, et beaucoup commenceraient à en avoir un petit peu assez de Zelensky. Je pense que ce conflit risque, à mon avis, de s'enliser. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point les Américains vont laisser ou ont intérêt à ce que l'enlisement perdure, mais je pense que... Le risque de guerre nucléaire, il s'éloigne un petit peu quand même, ou pas après, vous savez, chaque jour, le risque de guerre nucléaire est là, parce qu'un dérapage, une erreur, n'importe quoi les Américains, peut arriver. Eux, ils font la guerre contre l'Afghanistan, ils font la guerre contre l'Irak, ils font pas la guerre contre un pays qui a 10 000 têtes nucléaires. C'est ça. Faut se dire les choses. C'est ça. Aller niquer des éleveurs de chèvres dans le désert, c'est un truc. Voilà, mais c'est niquer plus simple. Vladimir avec ses Mais il n'y arrive ogives... même pas. Même ça, il n'y arrive pas. Ça, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que pour le moment, ça fait 70 ans que les Américains essuient échec sur échec. Mais alors là, ils sont un peu, je dirais, par armée interposée. C'est pas eux qui sont là en direct. Ils ont toujours été quasiment par armée interposée depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont détruit leurs adversaires, mais ils n'ont pas gagné les guerres. Exemple, en Irak, ils ont bien détruit l'Irak, ils ont bien renversé le régime de Saddam Hussein. Comme disait Villepin, ils n'ont jamais gagné une paix. Mais voilà, exactement. Ils n'ont jamais gagné une résultat paix. Catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'y a que de perdants dans leur guerre, en réalité. Maintenant, sur ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, maintenant ça commence à faire même plus d'une semaine, je crois, je pense qu'il y a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est effectivement la réaction immédiate de Biden,
qui dit tout de suite, quelques heures après, il est peu probable que ce soit un missile russe. Il désavoue immédiatement Zelensky, et pour autant, et c'est pareil du côté polonais, et pour autant Zelensky maintient ses propos, parce qu'il était très affirmatif, et il continue à l'être encore quelques heures, même quelques jours, en disant « si, et j'ai les preuves d'ailleurs que je tiens à disposition, etc. » Finalement, 2-3 jours après, Zelensky revient progressivement sur ses déclarations, parce qu'il comprend qu'il est allé trop loin. Et il comprend surtout qu'on a compris. On a compris que Zelensky était prêt à sacrifier à nous faire payer une troisième guerre mondiale pour sauver son pays. Il défend son pays, c'est très bien, c'est logique, c'est un chef d'État. Mais on comprend que là, il est allé trop loin. Et ça m'amène à la deuxième conclusion, deuxième élément, et qui pour moi vraiment peut être un tournant, c'est la réaction du chef d'état-major de l'armée américaine, qui pour le coup est une réaction absolument inédite. Il a déclaré il y a quelques jours que, 1, l'armée ukrainienne ne pourrait pas battre l'armée russe, ce qui est quand même fort de café quand on est un pays, chef d'état-major d'un pays, les États-Unis, qui livre des armes à l'Ukraine. Et deuxièmement, qu'il fallait envisager, qu'il ne fallait pas exclure une partition de l'Ukraine. Donc si vous voulez, ça, à mon avis, ces deux événements se couplent véritablement et peut-être, je dis bien peut-être, laissent entrevoir, je l'espère, une solution diplomatique en lieu et place d'une solution militaire. Voilà. Greg, qui pourrait penser que les États-Unis d'Amérique... Ils ont un intérêt à laisser se prolonger ce conflit ou pas? Non, justement, ils n'en ont rien à foutre des Ukrainiens. Si la guerre se termine vite, que les forces du bien peuvent gagner contre les forces du mal, que le narratif peut être créé, que tout le monde est content, que ça donne une légitimité qui manquait à l'actuel président des États-Unis, ça leur va. Mais un truc qui s'enlise, dans lequel ils commencent à s'engueuler avec la moitié des leaders occidentaux, où on a l'impression qu'ils, vis-à-vis d'une partie de leur électorat, qui cèdent aux revendications un peu exagérées d'un Zelensky, qui n'est pas leur chef d'État. Ils n'en veulent pas de ça. Ils les lâcheront. Les États-Unis ne veulent pas d'un conflit qui dure plus de 3 semaines. Ça ne les intéresse pas. Donc, comme tu l'avais souligné, leur objectif, ce n'est absolument pas l'Ukraine au départ. Le plan du président des États-Unis, c'est plutôt le Moyen-Orient que cette région géographique. Donc non, si à un moment ils commencent à voir que les narratifs deviennent de plus en plus compliqués, que le gentil contre le méchant, ça s'érode un petit peu, que les choses sont plus complexes, qu'il y a des voix dissonantes parmi leurs alliés, etc., ils vont pas s'embarrasser de ce truc-là. Ils auront, je pense, à terme, si ça s'enlise, une position historique pro-ukrainienne, comme aujourd'hui on a une position historique pro-tibétaine ou pro-palestinienne, mais l'interventionnisme militant, etc., s'arrêtera. Ils en ont plus besoin. L'actuel président des États-Unis nous a quand même expliqué lors de ses précédents mandats qu'il avait un objectif, c'est le Moyen-Orient. Donc le président des États-Unis étant bien évidemment Barack Obama, faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Et c'est pas leur guerre, comme dirait Rambo. Donc si ça commence vraiment à être trop compliqué, qu'il y a trop d'emmerdes, que le narratif médiatique commence à être contesté, que même les gens parmi leurs alliés commencent à dire « Ah, Zelensky, il abuse un peu », ils vont lâcher le truc. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des Ukrainiens ? Au niveau géostratégique, qu'est-ce qu'ils en ont à carrer ? Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que la politique étrangère démocrate, elle a été, je dirais, érigée en théorie par Brzezinski dans Le Grand Échiquier, qui est un livre qu'il a sorti il y a plus de 20-25 ans, et qui a cette particularité d'expliquer que quel que soit le régime qui s'impose en Russie, à l'époque il écrivait, c'était la Russie soviétique, il faut contraindre l'espace russe qui est trop vaste, qui est le nœud de circulation de trop de produits énergétiques. Et donc la vraie politique démocrate, celle qui est toujours suivie, c'est toujours d'acculer la Russie dans ses retranchements. Ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis, à mon avis, en fait, il y a un choix qui est en train de se poser ici pour les démocrates. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 adversaires. Il y a un adversaire idéologique et il y a un adversaire économique. Et en fait, aujourd'hui, les États-Unis doivent faire un choix. L'adversaire idéologique, c'est la Russie. Bien sûr. C'est la Russie pour les démocrates, évidemment. Le modèle de Vladimir Poutine, de la famille traditionnelle conservatrice, le retour des vieilles nations, les nations souveraines, ce n'est pas du tout dans l'idée des démocrates. C'est le combat des valeurs, absolument. Mais vous voyez, c'est un adversaire idéologique. Et de l'autre côté, il y a un autre adversaire, bien plus dangereux sous un autre aspect, c'est sous le plan économique. Il ne voit pas, je le pense pour l'instant, en tout cas dans la rhétorique américaine, sa présence, c'est un adversaire économique. Là, les États-Unis vont devoir choisir. Je pense que les républicains, eux, ont choisi, maintenant, du fait qu'en plus ils ont oublié ils ont passé leur tendance néoconservatrice.
la Chine est véritablement l'adversaire. Je pressens que les démocrates iront quand même, mais c'est mon pronostic, iront à mon avis du côté de la Chine comme adversaire principal. Il faut aussi savoir une chose, c'est que... J'aimerais faire réagir sur les valeurs, Laurent Oberton, juste avant, et Mike, juste après. Laurent. Un point de vue qu'il faut poser aussi est celui de Poutine lui-même, parce que il est quand même, c'est pas Gérald Darmanin, il est sensible aux humiliations politiques. Et donc, il va vouloir se sortir de ce merdier. Oui, légèrement. Il faut lui donner un air de victoire en fait à sa retraite. Donc ça va quelque chose qui va pas être simple du tout à mon avis. Et effectivement, derrière Poutine, il y a la Chine. Et là, ça va bien au-delà. La puissance économique et je pense même militaire sera dans les années qui viennent beaucoup plus préoccupante et importante. Mike. Alors, il faut savoir, tu l'as très bien dit, cher Greg, que le président des États-Unis officieux, c'est Barack Obama. Barack Obama, c'est le réseau Obama. Barack Obama est sénateur de Chicago à la base. Bon, qu'est-ce que c'est Chicago? C'est la plus grande ville polonaise du monde, devant Varsovie. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, il est très influencé aussi par cet électorat-là, qui est très anti-russe. Voilà, on est très anti-russe. On est aussi anti-ukrainien, mais plus anti-russe encore qu'ukrainien. Et donc, du coup, tant que les mecs peuvent emmerder la Russie, ça leur va. Voilà. Et donc, il y a cette pression populaire, j'imagine, et je pense que Barack Obama est encore lié à ce territoire, qui fait que les démocrates, ils peuvent pas se sortir tant que ça de ce conflit russo-ukrainien. Après, précision, c'est quand même un trait, je grossis de trait quand je dis que c'est Barack Obama, le président des États-Unis. Ce que je dis plus concrètement, c'est que oui, effectivement, Joe Biden est un épouvantail qui a été mis en place et qui est éminemment remplaçable, mais que l'intelligentsia politique qui construit la politique américaine derrière est essentiellement les enfants de la famille Obama. Pas au sens propre, hein, mais au sens... Ah non, mais l'autre, c'est un mec, donc... Non, ok, j'arrête. Mais... j'arrête, non, je déconne. Non, mais en vrai, voilà, c'est juste que c'est le clan Obama qui prolonge sa politique dont Trump n'a été qu'un accident de l'histoire, comme Hollande l'a été. Mais finalement, peut-être... Alors, c'est accident de braguette. Aussi peut-être une idée, mais si demain, les États-Unis... Parce que le tournant, ce qui est intéressant, c'est que le tournant chinois, en fait, il n'a pas été amorcé par Trump. Hein. Il a été amorcé tout à la fin du mandat de Barack Obama. Et moi, je pense que, alors là, je vais peut-être surprendre certaines personnes, mais je pense que nous allons peut-être nous retrouver à un moment aussi avec les États-Unis. Parce que je pense que si les Américains considèrent que la Chine est un adversaire économique, il me semble que pour nous, et nous l'avons vu notamment lors de la crise Covid, et pas seulement, la Chine, l'Asie, de manière générale, est un ennemi pour l'Europe. Ah oui. C'est un ennemi bien idéologique bien mortel. sûr. Donc il y a peut-être... C'est pour ça qu'il ne faut pas être binaire. Moi, je ne suis pas purement anti-américain. La preuve, je vous dis, j'apprécie plutôt ce qu'a fait Donald Trump. Mais c'est pas mon pays. Mais il y a des lignes de convergence occidentales, appelons-les comme ça, peut-être à l'avenir à faire prévaloir demain. Donc, ne nous coupons pas définitivement des États-Unis, n'entrons pas dans un discours purement anti-américain. J'ai un discours absolument plutôt anti-néoconservateur, plutôt comme ça qu'il faut l'appeler. Demain, il y aura peut-être des convergences. Surtout qu'on est quand même plus proche des Américains que des Chinois. Et je demanderai après à Laurent, parce que nous sommes occidentaux. Alors, moi, je serais d'accord pour ne pas être à ce point anti-américain. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis plutôt un occidentaliste. Mais comment peut-on considérer que l'outil qui sert à défendre l'Occident, l'OTAN, sert d'épouvantail contre une Russie qui n'est pas un pays, je dirais, anti-occidental d'un point de vue civilisationnel, mais par contre intègre en son sein la Turquie d'Erdogan qui prétend islamiser l'Europe. Et la diplomatie américaine, en particulier quand les démocrates sont là, ne cesse de défendre la Turquie, avait fait la promotion de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc, en quoi les États-Unis, en tant que capitaines militaires de la défense de l'Occident, servent les intérêts civilisationnels de l'Occident en faisant la promotion de la Turquie et au contraire en essayant toujours, je dirais, d'attiser la haine de la Russie. C'est pour ça qu'il faut sortir, vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'OTAN, devenir indépendant et être un allié, non plus. C'est essentiellement les démocrates. Non seulement il faut en sortir, mais il faut même la rebâtir, il faut la dissoudre et recréer une nouvelle institution de défense de l'Occident qui soit véritablement au service des intérêts occidentaux. Les 5 dernières minutes de l'émission. Laurent Oberton, le Trump français, ce serait qui, selon vous? Éric Zemmour? Non, je suis pas sûr qu'il puisse exister parce qu'on est dans un pays beaucoup plus domestiqué, différent, et on attend, enfin, le monsieur moyen, l'électeur type,
a tendance à préférer un VRP, marchand de tapis, qui présente à peu près, qu'un type qui va suggérer un danger d'une quelconque manière. Il y a une répulsion assez forte. On a eu Jean-Marie Le Pen il y a quelques années, qui était en plus arrivé un peu tôt. Jean-Marie Le Pen, vous voyez des comparaisons possibles avec Donald Trump ? Disons qu'il a pu incarner une opposition assez frontale à tout ce qui existait, enfin l'établissement, à tout ça. On a vu le résultat. Il y a eu quand même une limite très forte parce que le monsieur moyen n'était pas prêt. Pour ce dépucelage était trop ambitieux pour lui. Donc il préfère que quelqu'un à peu près présentable prenne les choses en main, Macron, Sarkozy, enfin ce genre de type, il aime mieux ça, c'est plus rassurant pour lui. Après, est-ce qu'il a raison, ça, c'est à vous de... S'il y avait un Trump, je vais peut-être vous surprendre, il y aurait pu y avoir en France un Trump, même 20 ans avant. Alain Madelin. Je pense... Non, absolument pas. non, je vais vous surprendre, sauf qu'il s'est perdu à gauche, je pense que c'est Bernard Tapie. Oui, mais Bernard Tapie est passé à côté de son destin. Ouais, okay. Parce qu'il avait... c'est pas une ode à Bernard Tapie, mais Bernard Tapie, en plus, même profil, homme d'affaires, qui sentait... Avec un peu moins de réussite, oui, non, mais très bien, mais qui avait du bagou, qui sentait quand même les choses, qui s'est perdu à gauche, évidemment, mais sur le profil... Ça aurait pu être lui. Sur la personnalité, mais lui il ne s'attaquait pas au système, au contraire. Oui, mais c'est pas le contraire. Il s'est perdu à gauche. Allez, la conclusion, et on laisse terminer. Le problème, c'est qu'en France, il n'y aura pas de Trump français, parce qu'il n'y aura pas de grand entrepreneur qui va vouloir se présenter. Il faut toujours que ce soit un type de l'administration, de l'ENA, voilà. Sinon, il va se faire bouffer. Tapie, d'ailleurs, s'est fait manger, quoi. Faut se dire les choses. Donc moi, j'ai peut-être espoir sur Marine Le Pen. Je vois quand même qu'elle a une forme d'intelligence politique, par exemple en votant la motion de censure de la NUP. Et j'ai l'impression que aussi elle a un côté chaleur qui passe auprès des gens, chaleur humaine. Mike, vous avez fini tous les petits biscuits là, donc je pense que c'est fini. Un Trump français, je sais pas. Bon, je ne souhaiterais pas forcément, mais faut pas se pendre. Hein. La personnalité politique préférée des Français est aujourd'hui Édouard Philippe. Voilà. Terminé. Ce sera Olivier Piacentini. Mais de toute façon, il y a 40%, et en deuxième, c'est Marine Le Pen à 36%. Elle vient de passer après la motion de censure à la NUPES, elle a pris 3 points. Donc la personnalité préférée des Français, c'est Édouard Philippe. Après, la marge d'appréciation jusqu'au Trumpisme qui nous reste, je laisse chacun l'estimer à sa juste valeur. Et il paraît qu'on est quand même un peu en retard. Comme le disait La Fontaine, on peut quand même arriver en tête, mais ça risque d'être compliqué. Il ne peut pas y avoir de Trump à la française pour des raisons culturelles. L'image, le mythe américain, c'est soit le cowboy ou le self-made. Et donc Trump, il correspond à ça, mais le mythe français, c'est ou l'écrivain, ou l'administrateur, ou le haut fonctionnaire, etc. Et donc, ça ne correspond absolument pas. Et même, on pourrait comparer Trump également à Berlusconi. Mais là encore, on est dans un pays avec une imagerie différente dans l'esprit général et la culture générale. Un Berlusconi français, ça n'existera pas. C'est juste un truc, c'est qu'aux États-Unis, en France, on a une lecture de classe qu'ils n'ont pas aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire qu'un milliardaire du côté des prolos, ce n'est pas concevable en France. En fait, les gens ne comprennent pas. Et je pense que pour Trump, c'est plutôt une posture d'ailleurs. Mais un milliardaire qui est le candidat des classes populaires, en fait, en France, c'est pas possible. Le candidat des classes populaires, c'est Philippe Poutou. Bernard Arnault ne serait pas président. C'est pas possible. Pierre Gentillet. Non, mais moi, je vous ai répondu. Et ben voilà, donc ça tombe bien. Et Laurent Berton, le mot de la fin. Non, mais rien de plus à dire. Je pense qu'il faut pas s'abîmer dans le fantasme politique et justement travailler sur ce sur quoi on a une certaine prise, c'est-à-dire nous-mêmes, pour commencer. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Laurent Berton, on peut vous applaudir. On rappelle donc... Donc, foncez, achetez Guérilla 3, le tome 3, donc le dernier combat aux éditions Magnus, que vous trouvez bien sûr sur tvl.fr. Et puis enfin, les derniers dessins de notre ami Ignace, et on peut l'applaudir aussi. Trump reprend son envol, je lui ai rétabli son compte Twitter. 2024... Le candidat républicain semble avoir les faveurs du vote populaire et le nôtre, celui du vote électronique. Bien vu. On dirait Ségolène Royal qui revient de vacances. Enfin, le dernier, Biden, un danger pour la planète. Il serait capable d'appuyer sur le bouton nucléaire en voulant sonner un domestique. On devine que c'est Donald Trump qui parle. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis si tard, puisque cette émission est diffusée pour sa première diffusion, en tout cas le soir tard. On se retrouve évidemment dans 15 jours avec un invité qui fera beaucoup parler. Très bonne fin de soirée sur TVL. Bye bye.